Et une fois que Ok, l'enregistrement sera lancé, on pourra y aller. c'est bon, c'est fait normalement. Merci. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? C'est bon? C'est bon. On peut y aller. Et tout d'abord, bienvenue et merci de prendre le temps de venir nous écouter aujourd'hui. Merci à Ingénieurs sans frontières Nancy d'avoir pensé à moi et à nos intervenants pour réaliser ce projet. Un projet qui, sans le Covid, n'aurait pas eu lieu. J'aurais bien aimé vous dire et me retrouver dans l'amphi Queno à Nancy, le mythique amphi Queno, et dire que j'étais sur ces sièges-là quelques années avant et que maintenant c'est moi qui anime les conférences que j'allais regarder, mais c'est pas le cas. On est tous à distance et ça permet de lier la Bretagne, de lier la Vendée bientôt avec Franck qui va nous rejoindre et Cyril dans les monts du Lyonnais. Donc finalement, l'utilisation des outils numériques fait son chemin et nous permet d'organiser des événements sympas comme celui d'aujourd'hui. Et donc merci à Etikab, Bioéquitable en France, Agriéthique d'être présent aujourd'hui. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais également à Faire un monde équitable et au Colécosol pour leur appui, et à l'ENSAIA, qui héberge aussi Ingénieurs sans frontières, et sans qui eh bien, les thématiques du commerce équitable ne seraient pas au cœur des débats dans l'école aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord parce que l'ENSAIA est un établissement école de commerce équitable, labellisé, sur un territoire de commerce équitable à Vendeuvre-les-Nancy. Donc ce sont des démarches qui sont portées par l'association de consommateurs Faire un monde équitable et également par Ingénieurs sans frontières, par Max Havelaar, par différents acteurs du commerce équitable qui permettent notamment de voir des événements comme aujourd'hui se passer, donc parler un petit peu de commerce équitable, mais également parce que le commerce équitable est un petit peu dans la bouche de tout le monde aujourd'hui, notamment le terme équitable. Et il y a une multiplicité de démarches. Là, vous avez à l'écran 6 des labels que l'on peut retrouver en France. 4 dits universels, WFTO, World Fair Trade Organization, le label Tourisme équitable de la TES, Biopartenaire et Fair for Life, qui font à la fois du commerce équitable dit Nord-Sud et du commerce équitable Nord-Nord, et les 2 labels qui sont présents aujourd'hui, Agriéthique et Bioéquitable en France, qui sont sur les filières françaises. Également, c'est un petit avant-goût de la quinzaine du commerce équitable qui débutera le 8 mai. J'en profite pour faire un petit peu de pub pour l'événement qui va parler commerce équitable. Donc si ce qui se dit aujourd'hui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe plus localement proche de chez vous pour aller un petit peu plus loin dans les débats et dans l'apprentissage de ce qu'est le commerce équitable. Mais aussi on en parle parce qu'en fin d'année dernière, la DGCCRF a rendu un rapport sur les allégations équitables et vous allez voir que il y a beaucoup de gens qui se disent du commerce équitable sans réellement l'être. Quelques éléments supplémentaires et pour aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, Commerce Équitable France communique sur les chiffres du commerce équitable. Donc là, c'est les chiffres publiés en 2019 sur l'année 2018. J'ai pas réussi à retrouver de chiffres plus récents. Et on voit que les filières françaises progressent depuis 2014 et représentaient à ce moment-là près d'un tiers en chiffres des ventes de commerce équitable. Donc le commerce équitable en France progresse. On voit donc c'est vraiment dans le cœur des débats, dans le cœur des enjeux. Et au niveau de la loi aussi, il avance. Le commerce équitable est arrivé en France par le biais d'Artisans du Monde dans les années 60. Et il existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le monde. Et depuis le début des années 2000, on voit des initiatives qui se lancent. Il y a Alter Eco en 98, Etikable en 2003, et puis progressivement d'autres entreprises, d'autres labels qui s'engagent pour un commerce équitable. Et encore une fois, on va parler de la DGCCRF qui nous pond ce petit document au milieu, qui nous montre les évolutions juridiques du commerce équitable. En 2005, il y a la première loi sur le commerce équitable qui, euh, qui la définit simplement dans sa relation nord-sud avec les producteurs, les organisations de producteurs. Ensuite, la plus grosse avancée pour le commerce équitable, c'est la loi dite ESS de 2014, notamment à travers l'article 94, qui fixe les 6 grands principes du commerce équitable, que vous pouvez retrouver à droite avec certains mots-clés dans ce nuage de mots. Et c'est donc à partir de là qu'on a une définition en France sur le commerce équitable. Mais le terme équitable n'est toujours pas protégé et vous allez le voir, ça a pu peser un petit peu sur les enjeux autour du commerce équitable et nous amener aujourd'hui à certains points juridiques. En 2015, il y a quelques précisions qui sont amenées. Et puis la loi d'IPACT en 2019 vient mettre un terme à toutes les allégations équitables qui ont pu avoir lieu en encadrant l'utilisation du terme dans les dénominations de vente et permet l'utilisation du terme équitable seulement
pour les produits qui respectent le contenu de la loi ESS de 2014. Et la DGCCRF a publié l'année dernière un document qui montre que près de 20% des allégations sur 593 établissements contrôlés étaient fausses. 77 ont retenu des avertissements, d'autres des injonctions. Il y a eu 2 procès-verbaux de dressés. Donc on le voit, le terme équitable, il fait parler. Il donne envie, mais pas n'importe comment. Et plus récemment, dans le cœur des débats, si je dis pas de bêtises, c'était le 18 mars, l'article 66 de la fameuse loi climat vient encadrer le commerce équitable à nouveau et, et dit qu'on est obligé aujourd'hui de passer par un label pour pouvoir se dire de commerce équitable. Donc ça va encore plus loin dans les engagements et ça montre aujourd'hui que le commerce équitable a un réel enjeu. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler des questions juridiques, on va parler plutôt des valeurs, de la philosophie et des points d'entrée de chacun dans le commerce équitable. On va un petit peu vous étaler ces points-là. Et on va commencer par Adrien Brondel, responsable filière dans la scope Éthicable, qui a été créé, comme je le disais, en 2003, qui est basé à Fleurance dans le Gers. Donc Adrien est bien loin de la maison mère, qui compte 116 salariés, dont 75 qui sont sociétaires. Adrien, il est en poste depuis bientôt 6 ans chez Éthicable. Merci LinkedIn pour ces informations. Et avant ça, il a 5 ans d'expérience dans des organismes de solidarité internationale. J'ai vu CCFD, Terre Solidaire, j'ai vu Interaid. Donc Adrien est engagé sur ces questions-là depuis près de 10 ans. Et avec lui, nous allons aborder différents points. Il va peut-être commencer par nous faire un petit historique d'Éthicable et se présenter plus en détail s'il le souhaite, avant de parler des influences qu'ont eu les engagements d'Éthicable dans les pays du Sud sur le commerce équitable qu'il y a eu au Nord. C'est un changement un petit peu dans la balance. Et ensuite, il nous détaillera un petit peu les points d'entrée d'Éthicable dans le commerce équitable et les valeurs qu'il défend. Alors, je vais peut-être arrêter le partage pour qu'on puisse voir ta tête lorsque tu parles. Normalement, c'est bon, on te voit. Je te laisse la parole, Adrien, et je te laisse commencer par l'historique. Ton micro est coupé. Fais attention. Ok, vous m'entendez? Très bien, merci. Ok. Eh ben, merci Adrien pour l'introduction. Merci de m'avoir invité aussi. Alors, je travaille dans la scope Éthicable. Éthicable, qu'est-ce que c'est? C'est une coopérative de salariés qui a été créée en 2003 par 3 personnes pour faire du commerce équitable avec les pays du Sud. Donc, c'est vraiment le cœur de métier. La vocation d'Éthicable, c'est de faire du commerce équitable avec des coopératives dans les pays du Sud. Donc, en 2003, ça fait quasiment 20 ans, bientôt 20 ans. Nous, notre cœur de métier, en gros, c'est de travailler directement avec des coopératives pour importer des produits en France, éventuellement les transformer, puis les vendre à des grandes surfaces qui les commercialisent. Nous, on a fait ce parti pris de vendre exclusivement en grande surface. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était de massifier l'offre de commerce équitable, et dans la mesure où 95% des achats alimentaires des Français se font en grande surface, on s'est dit, si on veut massifier les ventes de commerce équitable, ça peut se faire notamment, le canal de distribution de la grande surface est tout à fait approprié. L'idée, c'est pourquoi massifier? C'est pour augmenter les volumes auprès des coopératives. Et puis, la grande surface, c'est aussi une façon de rendre ces produits accessibles au plus grand nombre. Donc, on travaille exclusivement avec des coopératives dans les pays du Sud. Et aujourd'hui, là, en 2021, on travaille avec plus de 75 coopératives dans une trentaine de pays du Sud et 15 coopératives en France sous la marque Paysans d'ici. Depuis 2003, ce qui a changé, c'est que d'abord, à l'origine, c'était uniquement des produits issus du commerce équitable. Et puis, on s'est rendu compte que nous, ce qu'on promeut à travers le commerce équitable, c'est aussi un changement de pratique agricole, c'est davantage de durabilité, c'est un respect des terroirs et des pratiques paysannes. Et on s'est rendu compte en cours de route que en fait, l'agriculture biologique, c'était extrêmement complémentaire du commerce équitable. Alors, je vous dis ça, moi, j'étais pas là à l'époque, mais de fait, la plupart des coopératives avec lesquelles on travaillait, elles engageaient des conversions au bio pour tout ou partie de leurs producteurs, productrices. Et à partir des années 2010, Éthicable a fait le choix que tous les produits soient doublement certifiés agriculture biologique et commerce équitable. Voilà, donc aujourd'hui 90 coopératives, donc 15 en France. Ce qui nous marque à travers nos pratiques, c'est vraiment de mettre les coopératives de producteurs au centre de nos préoccupations de commerce équitable. C'est-à-dire que
On ne travaille pas avec des producteurs individuels, on ne travaille pas avec des plantations, on travaille uniquement avec des coopératives de petits producteurs. Je dis ça parce que, en fait, la coopération, déjà, c'est pas un hasard si nous, on est une UXCOP, si on est une coopérative de salariés. Mais pour nous, la coopérative, c'est pas juste une structure qui achète à ses membres et qui revend à un client. C'est vraiment une fin en soi. C'est-à-dire que la coopérative, elle rend 1000 autres services en fait à ses adhérents. D'abord, en augmentant les volumes, elle permet de toucher des clients plus gros, de répondre aux demandes du marché. Elle permet de travailler sur la qualité, elle permet de travailler sur de la transformation, elle permet de travailler sur de l'exportation directe, là où un producteur ne peut pas remplir un container, une coopérative, elle peut, elle sait, elle a la capacité de remplir des containers et de faire les démarches douanières. Une coopérative, c'est aussi du service technique à travers des techniciens ou d'autres projets d'appui à la production, vraiment sur des itinéraires techniques, sur des essais variétaux, sur des semences, sur des pratiques agroforestières, sur tout ça. Une coopérative, c'est aussi des capacités d'accès au crédit, puisque quand vous devez collecter des dizaines de tonnes, voire des centaines de tonnes de café ou de noix de cajou, vous avez besoin de trésorerie. Et individuellement, les paysans n'ont pas accès au crédit, mais sous forme de coopérative, ils peuvent. Donc, l'organisation de producteurs, pour nous, c'est tout ça, sans parler de plaidoyer, de relais politiques, etc. Enfin, quand on est unis, on existe politiquement, on n'est plus des paysans invisibilisés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de nos pratiques, de même que le fait de travailler avec des petits producteurs, des paysans. Et donc, nous, on a fait le choix de certains labels de commerce équitable qui définissent précisément ce que c'est qu'un petit producteur. Voilà. Donc on a cette historique-là dans le commerce équitable avec les producteurs du Sud, et puis autant on n'est pas hors sol, en France notre siège social est dans le Gers, à Fleurance. On a été interpellé par des acteurs locaux, en particulier le GAB 32 du Gers, qui nous a sollicité en disant que dans le Gers aussi, il y a des producteurs qui n'ont pas forcément la maîtrise des circuits de commercialisation de leurs produits, et voilà, qui ne sont pas tous en vente directe, qui n'ont pas tous de prise sur la façon dont leur produit est vendu et qui n'ont pas toujours de prise sur le prix auquel il est vendu. Et donc, voilà, de fil en aiguille, on s'est fait aiguiller, questionner par les GAB, par l'ARDEAR aussi, dans laquelle Cyril Moulin était partie prenante à l'époque, enfin elle est toujours aujourd'hui, par des organisations paysannes qui travaillent comme ça, qui appuient le monde paysan en France et qui nous ont challengé sur pourquoi pas faire du commerce équitable en France. Et donc à partir de 2010, on a écrit une charte qu'on a appelée Paysans d'ici, enfin à partir de 2011. Cette charte, elle a été écrite par et pour Équitable et on y mettait du sens. Enfin, on y a mis le sens qu'on voulait, et en particulier, justement, cette place, revendiquer la place centrale des coopératives, revendiquer un autre modèle agricole, ce qu'on a fait ce qu'on a fait dans les pays du Sud, en disant qu'on veut du café agroforestier, on veut remettre de l'ombrage au-dessus des cacaos, on veut des systèmes agricoles diversifiés, etc. Eh bien, on a prôné la même chose, on a écrit qu'on voulait faire la même chose avec des paysans français, travailler avec des variétés anciennes, des races locales, sur des transformations qui respectent les produits, sur des produits, des moutures à la meule de pierre, sur des cuissons lentes, à basse température, etc. etc. Et donc, on a écrit cette charte pareil pour Équitable, et on a lancé la gamme de produits qu'elle a avec, qui s'appelle Paysans d'ici. Et aujourd'hui, on travaille avec 15 groupements de producteurs en France, selon ces principes. Sauf qu'entre-temps est né le cahier des charges bioéquitable en France, dans lequel Équitable était partie prenante. Et donc aujourd'hui, ces 15 organisations de producteurs et de productrices, on leur demande de se faire labelliser bioéquitable en France. D'ailleurs, la plupart de ces coopératives, SAS, GIE, associations, etc., sont partie prenante elles-mêmes du label bioéquitable en France. Elles ont des parts sociales et elles ont un droit de vote dans l'association qui possède ce cahier des charges. Je crois que la vision un peu singulière d'Équitable dans le monde du commerce équitable, alors c'est pas pour donner des leçons, mais je crois qu'il y a deux choses qu'on s'attache à faire de façon sincère. La première, c'est vraiment de dire remettre la coopérative au centre des préoccupations. Ça, c'est partagé par la majeure partie des acteurs, c'est même écrit dans la loi. Mais vraiment, pour nous, c'est une fin en soi, quoi. C'est travailler, favoriser une multitude, une galaxie de coopératives et de PME du bio et de l'équitable qui soient autonomes, qui soient indépendantes, qui ne soient pas sous la coupe d'un acheteur. Nous, on ne recherche jamais l'exclusivité, on ne cherche pas à protéger nos investissements ou à
à prendre en otage nos filières d'approvisionnement. Pour nous, la finalité, c'est d'avoir des coopératives qui soient autonomes, qui diversifient leurs clients, qui diversifient les produits, qui ne dépendent pas de nous. Parce que le jour où nous, notre marché s'effondre, le jour où Etikab n'existe plus, les coopératives, si elles dépendent de nous, elles meurent dans la foulée. Donc, c'est absolument pas une fin en soi, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt contribuer à structurer des coopératives autonomes. Et le jour où ces coopératives sont autonomes, qu'elles ont construit leurs propres usines, qu'elles vendent à la fois en France, mais aussi en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis et au Japon, ce jour-là, nous, à la limite, on va rebondir, on va aller appuyer la coopérative d'à côté pour essayer de répliquer, un peu de dupliquer cette success story, ce modèle, quoi. Donc là, vraiment mettre la coopérative, le groupement de producteurs au centre, ça c'est vraiment une de nos préoccupations. La deuxième, c'est, comme je disais, travailler un changement de pratique agricole. C'est-à-dire, le commerce équitable, c'est bien, mais si c'est pour faire la même chose, enfin, si c'est pour continuer dans la lancée d'une déstructuration du milieu rural, d'un appauvrissement des paysans, d'un saccage des campagnes, etc., ça n'a pas de sens. On ne va pas payer les agriculteurs mieux pour faire pire, enfin, pour aller toujours dans cette voie. L'idée, c'est plutôt de susciter un changement de pratique agricole. Alors, comme je disais, c'est vraiment dans notre historique, dans notre ADN des coopératives qu'on soutient au Sud. On a toujours à cœur cette vision-là. On travaille sur de l'agroforesterie dans le café, dans le cacao, mais aussi sur la fabrication de biopesticides par les coopératives, de développer des substances actives à base de bactéries pour améliorer la fertilité des sols. On travaille sur la diversité des cultures, sur des rotations, des assolements, etc. Au Burkina Faso, quand on s'est lancé dans le sésame au Burkina Faso, on s'est dit il faut qu'on organise des rotations avec du sésame, qu'on valorise les arbres à karité qui poussent sur ces mêmes parcelles, pour considérer pas seulement le sésame comme une culture, mais l'insérer dans un tout, dans une logique de la totalité de l'exploitation paysanne et de valorisation de toutes les cultures qui sont présentes sur la parcelle. Et donc, je parle beaucoup de nos pratiques au sud parce qu'en fait, c'est ça qui a irrigué, qui a guidé nos pratiques de commerce équitable au nord, avec ce souci de toujours mettre l'organisation paysanne coopérative SASGIE au centre, pas de producteurs individuels. Vraiment, on veut favoriser, aider à grandir, accompagner les dynamiques de coopératives, enfin de groupements de producteurs paysans-paysannes, et puis encourager un changement de pratique agricole parce que vous connaissez toutes et tous les problématiques de désertification des campagnes, de un quart des agriculteurs qui partent à la retraite, ou la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite dans les 10 prochaines années, des suicides paysans, de problèmes de revenus des paysans, des paysannes, etc. On veut inverser ça, certes, mais aussi en remettant au goût du jour des variétés anciennes, de la résilience sur les fermes, des rotations longues, remettre des légumineuses, valoriser des variétés anciennes, mais aussi payer un prix rémunérateur pour du sarrasin ou du colza ou de la moutarde, mais aussi de la châtaigne. Ça permet de revaloriser ces cultures qui sont abandonnées parce qu'elles sont jugées non rentables et parce que importer des châtaignes de Chine ou de la moutarde du Canada, c'est beaucoup moins cher. Donc le commerce équitable, il permet de revenir sur ces cultures délaissées, de payer décemment une variété de blé ancien qui a un rendement bien inférieur au blé moderne, etc., de redonner un prix à des choses qui n'étaient pas rentables et donc de favoriser des changements de pratiques agricoles, y compris en France. Donc, j'insiste là-dessus, mais l'idée de notre commerce équitable français, c'est pas de continuer à l'agrandissement des exploitations en France et de payer plus pour continuer dans cette voie, c'est bien de susciter un changement de pratique agricole aussi en France. Voilà, j'étais un peu long peut-être, j'en excuse, mais merci à vous. Non, c'était parfait en termes de timing. Donc tu vois, je vais même te relancer un petit peu pendant 2-3 minutes sur quelques points. Donc on l'a compris, l'importance des pratiques et des pratiques novatrices, vertueuses, qui vont vers des modèles d'agriculture qui vont pas vers l'agrandissement et vers une intensification, sont au cœur de ce qu'Etikable défend. À l'international, ce que tu dis me fait penser un petit peu à un modèle d'ONG finalement, où on va aider les coopératives à se structurer. Une fois qu'elles fonctionnent seules, on va en voir une autre. D'où est-ce que ça vient ça chez Etikable? Ouais, il y a un des fondateurs d'Etikable, Christophe Eberhardt, qui est issu du milieu des ONG, de la coopération. Et,
Il se trouve qu'aujourd'hui, chez Etikable, on est. Donc, enfin, voilà, il y a cette vision dès le début, je pense, dans la tête de Christophe Eberhardt. Depuis, l'équipe a grandi. On est aujourd'hui 6 agronomes qui faisons le lien avec les coopératives, que ce soit en France ou dans les pays du Sud. Et on est tous issus du milieu de la coopération. On a tous travaillé dans des ONG de développement à l'étranger, à Madagascar, à Haïti, etc. Et donc, on n'a pas un profil. C'est nous, c'est les agronomes qui faisons les contrats avec Terra Éthique, avec Ferme de Chassagne ou avec Norandino au Pérou. Mais on n'a pas des profils types de commerciaux ou d'acheteurs. On a plutôt cette logique de projet de développement où l'idée c'est d'accompagner. Et d'ailleurs, on consacre une partie de nos bénéfices à appuyer les coopératives au sud. Donc, ça nous arrive de cofinancer des usines de sucre au Pérou, à Madagascar, de financer des ONG qui appuient des coopératives de riz au Cambodge ou de café en Éthiopie. Voilà, on consacre des sommes assez importantes à ça, encore une fois sans arrière-pensée, sans demande d'exclusivité ou sans retour sur investissement, mais parce que ça fait partie de notre ADN et que si on fait du bénéfice, c'est grâce à ces coopératives. Donc c'est normal aussi qu'on puisse nous les appuyer pour changer leurs pratiques ou pour transformer et capter davantage de valeur ajoutée ou pour lever des freins. Donc c'est vrai qu'on a cette vision un peu ONG. Enfin, c'est ce qui nous, je sais pas si c'est ce qui nous différencie, mais en tout cas c'est un marqueur fort dans nos pratiques. Je reviens juste sur pourquoi j'ai insisté lourdement sur le fait que sur nos pratiques de commerce équitable au Sud. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui nous a guidés dans le lancement de Paysans d'ici, dans l'écriture de cette charte. C'est vraiment ces pratiques au Sud, cette expertise, enfin cette expérience du commerce équitable avec des coopératives au Sud qui a fait la trame de nos pratiques avec les coopératives au Nord. Je pense que c'est pas un hasard si les 2 premières entreprises à avoir testé, enfin lancé des marques de commerce équitable français, c'était Alter Eco et Etikable. C'était les 2 entreprises de l'époque qui faisaient du commerce équitable avec les pays du Sud. Je pense que cet ADN, enfin cette expertise, c'est ça qui a permis d'imaginer qu'on pouvait aussi faire du commerce équitable au Nord, quoi. Et c'est encore une fois, je crois que c'est ces mêmes valeurs, enfin ou ces mêmes pratiques qui président à nos pratiques en France, quoi. Merci. Je vais te poser une dernière question et après on pourra avancer. Tu as parlé de la châtaigne, tu as parlé du sarrasin. Le sarrasin me fait aussi un peu écho à ce que fait Agriéthique. Donc le sarrasin, c'est une culture qui est assez compliquée. Euh, euh, Pourquoi cet engagement via des cultures qui aujourd'hui sont pas forcément rentables, qui sont un peu compliquées? Il y a une volonté de reprendre un certain terroir. Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors c'est difficile à dire. Nous, on fait un peu du marketing inversé, c'est-à-dire que on essaie de ne pas partir des besoins du marché. On ne se dit pas la ménagère de plus de 50 ans, elle veut ci et ça, et une farine de sarrasin. On ne fait pas d'études de marché, on ne fait pas tout ça. Ça part plus de nos rencontres, des réseaux bio, paysans, Ardéar, Sivam, etc. Et puis on identifie un groupement qui est intéressant, qui a un projet, on se dit qu'on peut avoir une plus-value avec ce groupement. Dans le cas du sarrasin, par exemple, à vrai dire, c'est même une amie avec laquelle j'ai étudié l'agronomie il y a 15 ans, qui est même paysanne, qui faisait partie d'une petite association qui vendait des céréales, qui cherchait des débouchés pour le sarrasin. Et puis, de fil en aiguille, on a discuté, on a constaté qu'il pouvait y avoir une plus-value à faire du commerce équitable là-dessus. Et en l'espace de... Pourquoi on a fait du sarrasin? Parce que c'est vrai qu'il y a une problématique de rémunération. Mais aussi parce qu'on avait le sentiment qu'on pouvait aider ce groupement à franchir une marche, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était une association, ils n'étaient même pas constitués en coopérative, ils n'avaient pas de moulin, ils n'avaient pas de quoi que ce soit. En fait, c'était plusieurs paysans individuels qui se regroupaient collectivement pour négocier un prix avec un organisme de stockage, et ensuite, chaque producteur vendait individuellement. Avec le commerce équitable, on s'est dit, vraiment, on doit pouvoir franchir une marche, c'est pas satisfaisant cet état. Et donc, en payant un prix plus rémunérateur, 3 ans après, là, le groupement Les Greniers Bleus d'Armorique, c'est devenu une coopérative structurée avec des statuts de coopérative qui achète à ses membres et qui revend à Etikable. Ils ont acheté 2 moulins sur Meule de Pierre pour faire de la farine de sarrasin, mais en discutant avec les paysans, on s'est aperçu qu'il y avait aussi du colza dans les champs et qu'on pouvait diversifier. Parce qu'une coopérative ou des paysans qui font 2 produits sont plus solides que s'ils font un seul produit, en cas d'événement climatique, en cas de mauvaise récolte, etc. Donc on a fait du colza. Ils ont investi sur une presse pour triturer le colza à la ferme. Et donc, pour
pourquoi on s'est lancé là-dessus? Encore une fois, parce qu'on identifiait qu'on avait le potentiel de faire levier, quoi, de les cueillir à un étage A et puis de les amener à une deuxième étape. Et là où le sarrasin est assez emblématique, c'est que c'est effectivement une culture très aléatoire. Le rendement, il peut être entre 0 et 1 tonne par an. Mais quand je dis 0, c'est vraiment 0. Même quand on est à 400 hectares par an, ça paye difficilement le fuel et le temps de travail qu'on a passé sur le tracteur. Ça paye pas la semence. Donc, c'est vraiment extrêmement aléatoire. Généralement, aujourd'hui, le sarrasin, comme c'est pas rémunérateur, c'est ce qu'on va semer quand on a loupé les semis de printemps. Puisque ça se sème en juin, donc ça va rattraper, rattraper un semis qui n'a pas pris. Et donc, c'est vraiment une culture de dernier choix. Pourtant, en bio, c'est super intéressant parce que ça ne demande pas d'apport d'azote. C'est une plante qui est hyper couvrante et donc qui va étouffer les adventices. C'est une plante qui a des propriétés allélopathiques et donc qui va décourager la germination d'autres adventices. Ça va manger les reliquats azotés des autres, etc. Enfin, c'est une super culture en bio. Et pourtant, ça reste une culture de dernier choix, vraiment quand on a tout loupé. Alors, pour revaloriser ça, pour que ça devienne une culture de premier choix, pour que l'année où on fait 400 kilos, on ne perde pas de sous, eh ben, il faut remettre un prix équitable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 90% du sarrasin qui est consommé en France est importé principalement de Chine. Et ben, pour que ça redevienne incitatif, il faut mettre un bon prix. Et donc, nous, on a travaillé avec les producteurs, ils ont construit leur coût de production, ils ont dit, OK, ça coûte tant, la tonne de graines saine, loyale et marchande, c'est tant. Et donc, dans ces conditions, les producteurs remettent en culture du sarrasin. Voilà, donc, il y a vraiment... on l'a fait parce qu'on identifie une possibilité de changement, quoi, d'impulser quelque chose. Merci Adrien. Avant de passer à Cyril, qui sera notre second intervenant, je vais faire un petit point aussi sur la manière dont on va s'organiser aujourd'hui. Donc Adrien a pris la parole en premier, Cyril prendra la parole ensuite et Franck en dernier. Suite à ces 3 prises de parole et les quelques relances que je pourrais faire pour qu'on tienne à peu près le quart d'heure de prise de parole, on prendra les questions après. Donc vous pouvez les écrire dans le chat si vous y avez accès. J'ai cru comprendre que tout le monde n'avait pas accès au chat. Sinon, écrivez-les chez vous et on vous donnera la parole à la fin pour pouvoir intervenir et poser vos questions aux différents intervenants. Alors, je vais repartager mon écran pour pouvoir vous présenter notre second intervenant. Donc, Adrien nous a parlé un petit peu de la philosophie et de la vision d'Ethicable et ce qu'était le commerce équitable en France selon une entreprise engagée, leurs différents points d'entrée. Et il a mis un point d'honneur à nous montrer les influences des engagements d'Ethicable dans les pays du Sud sur leur vision du commerce équitable dans le Nord et ce cheminement du Sud vers le Nord, qui était un point intéressant. Et il n'a pas manqué d'aborder Bioéquitable en France, qui est le dernier né finalement des labels de commerce équitable en France. Il a été créé l'année dernière sous l'impulsion des démarches paysans d'ici, d'Ethicable et d'ensemble de Biocop. Donc voilà des acteurs qui. D'ailleurs, j'ai fait une petite faute sur Biocop, veuillez m'en excuser. Donc c'est ces démarches-là qui ont fusionné finalement et qui ont mis un cahier des charges commun et qui ont créé Bioéquitable en France. Et aujourd'hui, on a Cyril qui va pouvoir nous en parler. Il est président du label depuis janvier 2021, donc tout jeune président du label. Il est maraîcher, producteur de fruits rouges bio dans les monts du Lyonnais. Alors, il a pas que ça à son CV. Il a aussi d'autres engagements. Il faut que je retrouve mes notes. Alors, Cyril, il est aussi dans une structure de transformation qui s'appelle Thérétique, qui a été créée en 2012, où il transforme finalement ses productions en confiture de fruits et en purée. Et il fait partie aussi du groupement Éthiquement Bio. Donc, beaucoup d'implications pour Cyril. Cyril, qu'est-ce qu'il va nous présenter aujourd'hui? Un petit peu l'historique finalement du label pour faire le lien avec ce qu'Adrien nous a présenté un petit peu avant. La vision du commerce équitable qui est portée par Bioéquitable en France. Essayer aussi de voir un petit peu pourquoi est-ce que c'est le commerce équitable qui a prôné. Il y a des dizaines de démarches qualité aujourd'hui, et tellement qu'on s'y perd. Et pourquoi est-ce que le commerce équitable, c'est une démarche à valeur supérieure? Pourquoi est-ce qu'on va vers le commerce équitable? Et pourquoi Bioéquitable en France finalement a vu le jour? Et en tant qu'agriculteur aussi, on essaiera de s'attacher à ce que le commerce équitable a pu changer dans ses pratiques, dans sa vision, dans son fonctionnement, peut-être aussi. Euh, je rappelle que Bioéquitable en France, c'est tout jeune, donc le référentiel est encore en construction si je dis pas de bêtises. Et donc, Cyril, je vais couper mon partage et je vais te laisser la parole pour puisqu'on puisse voir ta tête et que tu nous expliques un petit peu tout ça. À toi la parole. Très bien.
Merci déjà, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Je suis content de prendre la suite d'Adrien pour parler un petit peu de toutes ces questions de commerce équitable, parce qu'on a effectivement beaucoup travaillé ensemble sur la mise en place de ce tout nouveau label. Juste peut-être pour vous faire un petit point d'historique sur comment je me retrouve ici, moi personnellement en tant que producteur. Je me suis installé en 2004 sur une exploitation non familiale qui faisait à l'époque 100% de sa production en fruits rouges et 100% en conventionnel. Donc moi, j'ai converti l'exploitation en agriculture biologique en 2006 pour tout un tas de raisons, notamment économiques et sanitaires. J'ai démarré aussi une production de légumes. Et j'ai participé à la mise en place un peu des systèmes de paniers sur Lyon en adhérant à une association qui s'appelait Alter Conso, qui a un statut SIC, et je commercialisais l'intégralité de mes légumes avec cette structure. Donc petit à petit, j'ai failli faire disparaître la production de fruits rouges sur ma ferme. Et c'est grâce à la rencontre avec Etikable que ces fruits rouges demeurent et se développent à nouveau sur ma ferme, puisque c'est en 2012 que nous avons rencontré donc Christophe, avec qui, comme Adrien l'a un peu évoqué, dans différents réseaux associatifs et militants, on travaillait un peu à une reconnaissance d'ores et déjà d'un commerce équitable au Nord. Donc, avec cette rencontre, on a pu créer la structure qui s'appelle Terrétique, avec deux de mes collègues, Dominique Bissardon et Marc Guyot, donc qui sont également producteurs de fruits rouges sur les monts du Lyonnais, pour transformer nos fruits et participer un peu au démarrage de la gamme paysan d'ici. Donc à l'époque, c'était uniquement une confiture de groseille. Aujourd'hui, la gamme qu'on transforme à Terrétique pour la marque paysan d'ici, c'est 3 confitures et une gamme de purée de fruits également. Donc, ce qui nous a permis déjà de recommencer à produire un petit peu des fruits sur nos fermes et également de développer des partenariats avec différents collègues autour de nous. Et ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Donc, toujours dans le cadre de ce partenariat avec Etikable, en 2019, Etikable et Biocops, qui se pratiquaient depuis de nombreuses années au sein de Commerce Équitable France, ont engagé une réflexion un peu ensemble sur que faire de leur démarche déjà historique avec la marque Paysan d'ici et la marque Ensemble au sein de Biocop. Ils ont engagé une réflexion pour essayer de constituer à partir de ces marques d'entreprise une réflexion sur un label qui soit ouvert, exigeant, pour valoriser un peu le commerce équitable qu'ils pratiquaient depuis déjà de nombreuses années. Et leur volonté dès le départ, ça a été d'engager à leur côté les producteurs et les transformateurs, c'est-à-dire de certifier des filières. Et depuis le début, la volonté de ces initiateurs, un peu, ça a été de co-construire finalement le label, et que ce label soit co-construit par ceux qui allaient on va dire le pratiquer demain, quoi. Donc aujourd'hui, le label, il est en place, comme vous l'avez dit, c'est tout nouveau, donc ça se confronte aussi un peu à la réalité de mise en place, et je vous en dirai un petit peu deux mots tout à l'heure sur la façon dont on gère ça. Il s'appuie évidemment sur des valeurs fondatrices, et Adrien les a déjà beaucoup évoquées, je vous verrai aussi quand même. C'est évidemment une rémunération digne des producteurs, c'est une origine France, c'est aussi des pratiques agroécologiques, et c'est des entreprises responsables et engagées sur l'ensemble de la filière. Donc, bien évidemment, on s'inscrit aussi dans les principes de la loi de 2014, dont Adrien, tu as parlé en introduction. Donc, il s'agit d'un prix équitable et rémunérateur pour les producteurs, un engagement durable des acteurs. Donc, pour nous, c'est des conventions et des contrats pour une durée de 3 ans. C'est le respect d'engagements environnementaux, sociaux qui soient contrôlés par des tiers. Donc pour nous, c'est Ecocer et Terreau qui sont chargés du contrôle des différentes filières engagées. C'est un groupement de producteurs qui soit organisé de façon démocratique. Ça, Adrien a également beaucoup insisté là-dessus. C'était des choses que eux pratiquaient depuis longtemps avec les groupements de producteurs dans les pays du Sud. On a tenu à conserver cette organisation parce que pour nous, c'est un modèle qui permet aux producteurs d'être, on va dire,
en face des structures de transformation et de commercialisation, d'être organisé et d'être aussi, de pouvoir peser également dans la négociation. Également, de la même manière que c'était pratiqué au Sud, historiquement dans le commerce équitable, on a un fonds de développement qui est versé par l'utilisateur au groupement de producteurs et qui permet un certain nombre de choses. Je vous en parlerai aussi un peu plus loin. Et puis également, évidemment, il y a toute cette notion de transparence vis-à-vis du consommateur sur la répartition un petit peu, enfin déjà sur la façon dont le produit est réalisé, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur, etc. Et puis aussi sur la répartition de la valeur. Donc peut-être un autre point qui peut être notable sur le label et qui peut-être est pas forcément comment dire, présent dans beaucoup de labels actuellement, c'est notre gouvernance qui est partagée entre les transformateurs, les producteurs et les porteurs de marque. Donc on a un conseil d'administration qui regroupe ces différents acteurs et qui participe, qui pilote l'ensemble du fonctionnement du label. Et dans ce conseil d'administration, eh bien, la volonté a été de laisser, on va dire, la majorité des voix aux associations, enfin aux groupements de producteurs. Donc évidemment, cette association qui porte le label aujourd'hui, elle est ouverte et elle accueille toutes les entreprises et les marques labellisées ou qui souhaitent se faire labelliser. Donc peut-être maintenant vous dire deux mots un peu dans mon activité aujourd'hui, pourquoi on a tenu à s'engager dans cette démarche de bioéquitable en France et qu'est-ce que ça nous a permis. Donc déjà, Adrien, tu l'as cité, on a créé sur les Monts du Lyonnais un groupement de producteurs, donc de producteurs 100% engagés en agriculture biologique, producteurs de fruits aujourd'hui, et qui fournissent notre structure de transformation thérétique en matière première pour réaliser tous les produits qu'on commercialise sous la marque Paysan d'ici. Il faut quand même préciser que ça, c'est une de nos activités, mais aujourd'hui, notre groupement de producteurs, il est aussi porteur de marque, au même titre que notre structure de transformation. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, nous, cet été, on va commercialiser des fraises en barquette qui vont porter le label bioéquitable en France sur un système de panier lyonnais. Voilà, donc chacun des acteurs s'insère dans une filière. Donc pour nous, c'est le groupement de producteurs éthiques Monbio qui fournit des fruits à la structure de transformation thérétique et qui les vend à Éthicable, donc sous la marque Paysan d'ici. Mais bien évidemment, chacun des acteurs, que ce soit le groupement, que ce soit la structure de transfo, est libre et évidemment encouragé également à valoriser le label sur d'autres filières qui peuvent lui être propres. Voilà, donc ce qui fait que ce groupement en lien avec l'entreprise de transformation, un des gros avantages, c'est qu'une partie importante de la valeur ajoutée, on la réalise localement. De plus, ça nous permet d'accompagner aussi des projets d'installation sur des productions historiques de notre territoire qui ont tendance on va dire, quasiment à disparaître. Donc pour nous, il s'agit de la fraise. Hein. On était tous engagés dans des productions de fraises importantes à un moment donné sur le territoire des Monts du Lyonnais, et puis avec la spécialisation, avec aussi des modes de production un peu différents, type hors-sol, qui se sont beaucoup développés. Cette fraise de pleine terre, elle a beaucoup diminué, et nous, on espère avec cette démarche pouvoir accompagner aussi des projets d'installation sur ce type de production dans notre territoire. Ce qui nous a aussi beaucoup intéressé dans cette démarche, c'est de rejoindre un collectif un peu qui porte des valeurs communes autour de ce commerce équitable. On verra ensuite avec AgriEthique, même si on a peut-être des façons de fonctionner qui peuvent être sensiblement différentes. En tout cas, on porte des valeurs communes. Ces valeurs, on les porte aussi ensemble au sein de Commerce Équitable France. Et ça, c'était pour nous une raison supplémentaire de s'engager, quoi. Quelque chose d'un peu supérieur à juste nos activités de chacun, pour un commerce équitable qui soit vraiment au service des paysans, quoi. Et pour finir, je vais peut-être préciser que notre label, on l'a dit, il est tout nouveau, donc il évolue en permanence un peu avec les difficultés qui sont rencontrées lors de la mise en œuvre.
Et ces évolutions, elles sont faites en lien permanent avec les membres, au travers d'échanges, soit d'échanges régionaux, soit par filière, soit par thématique rencontrée. Donc on fait évoluer on a un processus d'évolution de notre référentiel qui passe par une consultation de l'ensemble des membres. Et c'est une sorte de vie comme ça, d'animation d'une vie un petit peu associative au sein d'un label qui permet déjà beaucoup d'échanges et puis de progresser aussi un peu par les expériences des uns et des autres. Voilà. Merci à vous. Merci Cyril. Alors, il te reste encore un peu de temps. Ok. Alors, je vais te relancer sur quelques questions. À l'image de ce que disait Adrien pour Éthicable, est-ce qu'aujourd'hui, dans le référentiel de bioéquitable en France, il y a une définition qui est portée sur la question des petits paysans et des petites exploitations, ou est-ce que c'est pas le cas? Alors oui, je ne l'ai peut-être pas exprimé de façon bien détaillée, mais pendant toute la phase de mise en place du label, je faisais partie d'un comité de pilotage dans lequel était Adrien aussi, dans lequel était Christelle Garnier de la COSEBI et différents autres acteurs du réseau de nos réseaux réunis là. Et on a eu, sur la base de propositions, on a eu des temps d'échange aussi avec l'ensemble des groupements qui étaient engagés aux côtés de Biocop et d'Éthicable. Dans un premier temps, c'est avec ces groupements-là qu'on a travaillé. Donc on a beaucoup discuté sur la question justement de la taille des fermes. Qu'est-ce que c'est qu'une ferme à taille humaine? Qu'est-ce que c'est? Quel type de modèle on veut défendre avec ça? Et oui, il y a des critères alors qui permettent quand même de regrouper des fermes de taille conséquente. On se réfère en fait à la comment ça s'appelle déjà, à la taille des fermes au niveau régional, c'est-à-dire à la taille moyenne des exploitations d'un même type. Et donc, on dit que nos exploitations ne doivent pas dépasser un certain pourcentage de cette taille moyenne. Et puis, il y a un autre critère aussi qui est important dans le label, qui est que sur un groupement, il y a une limite en termes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des agriculteurs, des fermes de taille importante, mais elles doivent forcément représenter un pourcentage maximum de l'ensemble de l'appro du groupement. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fermes de taille importante dans les groupements, mais il doit aussi y en avoir à côté des plus petites, quoi. Merci. Un autre point sur lequel je voudrais revenir, tu parlais un petit peu de la reprise de la valeur ajoutée avec la possibilité de transformer. Est-ce qu'aujourd'hui, Bioéquitable en France encourage les groupements à aller vers de la transformation, à reprendre en main un petit peu certaines étapes dans les filières? Aussi, quelle est l'importance de la création d'emplois dans le label? Voilà, quels sont ces points-là qui sont repris dans le référentiel? Alors, c'est également un point sur lequel on a eu beaucoup d'échanges, mais Adrien pourrait quasi me compléter puisqu'il était là également. Mais on avait un petit peu des points de vue pas forcément toujours comment dire, accord. Nous, on certifie des filières, donc des groupements de producteurs dont le métier est de produire, et puis à côté de ça, des transformateurs, voire des façonniers pour certains. Donc, on considère qu'il peut y avoir un équilibre aussi à créer dans toutes ces filières-là. Après, c'est vrai que, et c'est notre cas à nous, par exemple, avec Éthiquement Bio et Terrétique, c'est vrai que dans le label, on allait dire instinctivement un peu l'idée que encourager les groupements à se ressaisir de leurs outils de transformation, ça pouvait être une bonne idée. Après, il y a des groupements peut-être de taille un peu plus importante qui disent aussi que c'est des investissements qui sont importants, qu'il y a aussi des entreprises à côté qui savent bien faire ça et que si on est en mesure d'avoir un partenariat équilibré avec ces entreprises-là, parfois c'est pas forcément une bonne idée pour tous les groupements de s'engager dans des investissements importants selon les types de transformation dont on parle pour pouvoir relocaliser cette valeur. Parfois, ça peut être une fausse bonne idée. On a eu beaucoup ces échanges, donc c'est on va dire encouragé, mais il n'y a pas de critères obligatoires là-dessus. Ensuite, sur la création d'emplois, c'est sûr qu'on est quand même sur des filières. Alors, si je parle de la mienne, par exemple, en production de fruits, où c'est déjà des filières qui sont consommatrices, enfin, qui sont génératrices plutôt, dans le bon sens du terme, d'un nombre important d'emplois.
Si je vous donne un ordre d'idée, moi j'ai un de mes associés qui est sur une ferme où il y a l'ensemble de la ferme fait 9 hectares, il y a 3 hectares de fruits, ils sont déjà 3 associés et nous on a un groupement d'employeurs dans lequel on a 4 salariés. Donc c'est souvent des structures qui sont déjà créatrices d'emplois à la base, quoi. Voilà. Mais ça dépend beaucoup des types de production. Eh bien, je vais rebondir sur une petite dernière question avant de passer la main à Franck et de le présenter. Justement, tu parlais de ces productions-là, type maraîchage, production de fruits rouges, où il y a beaucoup d'associés. Il y a aussi certaines filières qui nécessitent beaucoup de travailleurs détachés. Comment cette question-là est prise en compte dans le référentiel? Dans le référentiel, on est parti du principe que le travail détaché n'était pas souhaitable. Donc, en fait, le recours aux travailleurs détachés est proscrit et interdit dans le référentiel. Alors, évidemment, là, je fais bien la différence. On ne parle pas de travailleurs étrangers, hein. Nous, on ne se préoccupe pas de savoir d'où viennent les travailleurs. À partir du moment où ils ont un contrat de travail de droit français et qui sont, on va dire, traités correctement dans leur emploi, bon, peu nous importe d'où ils viennent, mais par contre, le recours au travail détaché est interdit. Et puis, on a aussi un affichage on va dire, d'un minimum de SMIC pour plus 10%. Ça, c'est pour les salariés permanents, hein, qui ne s'appliquent pas aux salariés saisonniers, parce qu'on sait que là, il y a quand même des contraintes importantes en matière de coûts. Mais par contre, pour les salariés saisonniers, que ce soit dans les fermes ou dans les entreprises de transformation, il y a ce souhait que ce soit un SMIC plus 10% minimum. Et tant qu'on parle un petit peu de la question de rémunération, on a aussi un plafonnement dans les niveaux de salaire au sein des entreprises qui sont engagées dans bioéquitable en France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser un écart de salaire qui soit supérieur à 1 à 7. Voilà. Merci pour ces précisions. Merci à vous. Alors, je vais repartager le diaporama. Donc, merci Cyril pour cette intervention qui vient compléter un petit peu ce qu'a dit Adrien avant. Et c'est vrai que je t'ai pas facilité la tâche à te faire passer après 2 Adrien. Donc, pour les références, c'était pas forcément très évident. Donc, merci pour cette historique dans la construction, pour nous avoir parlé un petit peu voilà, du fait que le commerce équitable était essentiel de par les valeurs, qui étaient reliées aussi au bio, et que c'était une démarche qui était réellement choisie depuis le début du pilotage. Et aussi de ta vision d'agriculteur, de structure, et de voir un petit peu comment le commerce équitable a pu influencer un petit peu les pratiques, ou du moins vous apporter des outils et des moyens d'avancer. Et maintenant, je vais donner la parole à Franck Buteau, et avant ça, je vais l'introduire. Il me semble avoir vu que Franck est arrivé, qu'il a rattrapé son petit retard, et puis on est un petit peu nous aussi en retard. Donc, c'est bon, Franck, ne t'en fais pas, on a pu commencer sans toi. Donc, un petit point sur AgriEthique. AgriEthique a été créé en 2013 par la CAVAC, et initialement porté sur le blé, avec un pacte sur le blé où l'idée était de ne plus suivre les marchés, mais de fixer un prix avec un contrat, un prix rémunérateur sur le blé. Donc AgriEthique ne s'est pas construit à l'origine comme une démarche de commerce équitable, et AgriEthique est basé à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Et quelques infos sur Franck: il est président du label depuis 2018. Il est agriculteur en bio, en grande culture, et éleveur en Vendée. Alors, il m'a aussi dit qu'il faisait. Alors, je vais reprendre mes notes. Excusez-moi. Alors, il produit des légumes, il produit de la semence, il fait aussi des pommes de terre. Pour le côté élevage, il fait de l'engraissement de porc, et il est également sur un petit peu de bovin. Alors, les points que Franck va aborder, pour faire écho un petit peu à ce qu'a dit Cyril avant, il va nous retracer un peu l'historique d'Agriéthique, qui a une histoire et des points d'entrée dans le commerce équitable qui sont bien différents. Il va aussi nous parler finalement de la vision du commerce équitable. Et pour le coup, ici, ça va être très important de comprendre pourquoi est-ce que c'est une démarche de commerce équitable qui a été choisie. Parce qu'AgriEthique, à l'origine, n'était pas forcément dans ces dimensions-là. Mais il y a eu une rencontre avec le commerce équitable qui s'est fait. Et aujourd'hui, AgriEthique existe en tant que label. Et aussi, en tant qu'agriculteur, AgriEthique étant un petit peu plus ancien, Franck a certainement plus de recul sur ce que peut apporter un label de commerce équitable de façon concrète sur les pratiques, et aussi sur tout un tas de choses. Et donc, Franck, je vais te demander maintenant de prendre la parole et de répondre à ces différentes questions. Hop, je coupe mon partage et on est bon. Oui.
Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc, Adrien, alors effectivement, bonjour, merci pour la présentation. Juste, je te demande encore 5 minutes, parce qu'en fin de compte, j'ai eu un petit souci. Voilà, j'ai vu que je n'allais pas être à l'heure, comme je te l'ai dit. Et je me suis dit, quand vous avez commencé à 18h, je me suis arrêté sur le bord de la route pour suivre ça, pour être plus serein. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais plus que 12% de batterie. Donc, j'ai repris la route et j'arrive juste chez moi. Donc, 2 petites secondes. Je branche ma tablette. Pas de problème. Je vais temporiser 2 minutes si tu le souhaites. Merci. Il y avait une question justement dans le chat qu'on va peut-être pouvoir prendre pour gagner un peu de temps, qui était une question de Geoffroy, qui était destinée à Adrien, qui demandait quelle est la vision d'Adrien pour les grandes évolutions de l'agriculture en France, et qui précisait aussi que ce qui lui plaît beaucoup dans le discours, c'est qu'il y a une réflexion sur les techniques agricoles. Alors Adrien, je ne sais pas si tu es toujours parmi nous. Est-ce que tu peux répondre à la question? Si jamais tu as essayé de prendre la parole, ton micro n'est pas activé. Vous m'entendez hein? Oui. Juste pour, je vois que Franck se connecte, mais juste pour répondre à la question, moi je suis pas un expert en prospective et je suis un agronome de bureau, donc je prétendrai pas savoir quelles sont les évolutions techniques ou l'horizon agricole de demain. Ce que je lis et ce que j'entends, c'est quand même de dire que possiblement la culture de légumineuses en France et en Europe devrait augmenter à la fois pour l'alimentation humaine et l'alimentation animale, pour limiter peut-être la dépendance à certaines importations de légumineuses pour l'alimentation du bétail, mais pas aussi parce que ça a des propriétés agronomiques géniales. Je pense que le bio va prendre de l'ampleur puisque pour des raisons multiples. Après, il y a plein de modèles bio qui sont différents, hein. Enfin, entre une bio intensive et une bio plus paysanne, il y a toute une gamme, tout un éventail de possibilités. Nous, on s'attache évidemment à défendre, à promouvoir une bio paysanne parce qu'on pense qu'il faut des paysans et des paysannes nombreuses et que c'est ça qui fait la qualité de nos villages, de nos paysages, de nos produits, voilà. Et sur les techniques, je rebondis juste là-dessus parce que je pense que le commerce équitable, on peut essayer de promouvoir plein de choses à travers un prix plus rémunérateur, mais si ça correspond à des problématiques techniques des producteurs, mathématiquement, ça marche mieux. Donc on peut pas sortir voilà, des caractéristiques culturelles de telle et telle culture, de telle espèce ou des pratiques agricoles, de la pluviométrie, etc. Et forcément, ça marche mieux si on écoute les paysans et qu'on essaie de répondre à leurs problématiques avant tout, quoi. Merci Adrien. Du coup, Franck, après cette petite temporisation, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu as besoin que je reprécise un petit peu les points qu'on voulait aborder ou c'est tout bon pour toi? Non, je te remercie. Alors, merci Adrien également d'avoir meublé un instant. Non, je te remercie. J'avais compris ta question. Donc, je vais commencer déjà par me présenter. Effectivement, donc, je suis effectivement ce que je sois le plus ancien de la petite bande. Donc, moi, effectivement, je suis agriculteur depuis 27 ans, 28 ans. J'ai commencé donc c'est une exploitation de type familial, en conventionnel. Donc avec mes parents, ensuite avec un frère, etc. Je suis rentré dans la coopération, c'est-à-dire administrateur délégué dans ma coopérative, puis administrateur dans ma coopérative, très très vite en local. Et voilà, c'est grâce à cette entrée en matière-là que j'ai compris moi aussi le sens du travail à plusieurs, de la coopération en général. C'est grâce à ça aussi que j'ai vu dans notre coopérative, donc qui est la Cavac en Vendée, où en fait il y a un groupe de producteurs bio qui s'est lancé dans notre coopérative dans les années 97-98. Et donc moi j'observais ça de mes yeux de jeune installé et je me suis dit mais ça c'est intéressant parce que c'est vrai que la bio je l'avais travaillé quand j'étais à l'école aussi, quand j'étais étudiant, j'avais fait mon stage de VTS sur une exploitation bio à l'époque. Et voilà, donc grâce à mes responsabilités entrantes dans ma coopérative, j'ai vu que la bio était tout à fait adaptable d'une autre manière que j'avais pu la comprendre.
Donc, le bio à la coopérative s'est développé de manière assez lente, mais enfin quand même certaine, avec un investissement en temps en embauchant un salarié à temps complet, justement, pour nous promouvoir de la technique en bio. On a eu une volonté, une démarche au sein du conseil d'administration de la coopérative de développer la bio. Et, voilà. Et en fait, si je vous fais tout cet historique, c'est pour vous expliquer que dans la coopérative, on a quand même un lien filière depuis assez longtemps. Chemin faisant, voilà, à un moment donné, j'ai dit à mon frère, je dis, écoute, il va falloir qu'on réfléchisse à la bio. Et voilà. Donc nous, on a commencé la bio, alors de manière, on était des pragmatiques. On a converti la moitié de notre exploitation en bio en 2009 pour mettre le pied à l'étrier, pour pouvoir mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc on a commencé sur environ une centaine d'hectares en culture de vente et notre atelier de porc qu'on a converti en bio aussi. Et puis 2 ans plus tard, et puis 4 ans plus tard, on était passé, voilà, au terme de 4 ans plus tard, donc 5 ans, parce que 2015, on était passé tout en bio. Donc nous, le bio à la coopérative, en fait, on avait instauré ça. Donc mes prédécesseurs, hein, dans le début des années 2000, les producteurs bio qui se lançaient dans la bio, on était contractualisés, c'est-à-dire qu'on avait une contractualisation à 5 ans avec des prix et un volume. Nous, jeunes producteurs bio, on trouvait ça plutôt très, très intéressant, car très, très rassurant par rapport à nos investissements, par rapport à nos objectifs. Et en faisant ce constat-là, nos collègues qui eux étaient restés en conventionnel nous ont dit c'est vrai qu'une contractualisation comme ça dans la durée, on aimerait bien en faire autant. Bon, seulement, voilà, les marchés du conventionnel, grande culture ou même en production animale, tout le monde connaît ça, c'est quand même assez compliqué. Et en fait, avec nos services à la coopérative, notre directeur, entre autres, de grande culture, parce qu'on a cette chance-là, nous, en Vendée, dans l'ouest de la France, d'avoir beaucoup de débouchés meunerie et production et en nutrition animale quand même dans l'ouest sur site. En fait, on a réfléchi, enfin notre directeur à l'époque avait réfléchi à justement contractualiser avec nos clients qui étaient en local. Donc là, je pense aux meuniers, je pense aux fabricants d'aliments aussi. Donc tout ça pour vous dire qu'on a commencé la contractualisation en conventionnel en 2010-2011 avec certains clients avec qui on avait quand même un courant d'affaires assez important et puis une relation, un sentiment, un partage de valeurs qui se ressemblaient. Et on a commencé en fait nos contrats qu'on appelait à l'époque du contrat durable, contrat à 3 ans en conventionnel, qui justement dans ce contrat-là, dans ce pacte-là, on avait un prix défini à 3 ans et sur un volume sur lequel nous, agriculteurs, nous s'engageaient et le meunier seul, il s'engageait aussi. Et chemin faisant, voilà, les aléas, les crises financières 2008 et 2011 avec des cours en céréales qui s'étaient envolés, on a trouvé un sens à ce contrat durable en végétal. Et c'est donc de là qu'est né à l'époque notre pacte agriéthique. Le pacte agriéthique est né en 2012. Et donc voilà, il était en rien à l'époque question de commerce équitable. Hein, on ne s'était pas penché sur cette question-là. Donc évidemment, quand on a proposé ce pacte durable à nos agriculteurs, on l'a commencé sur la filière blé, farine, pain. Donc on était ça en 2012 avec des cours historiquement hauts à l'époque. Je me souviens, on proposait un prix à 3 ans qui était plutôt un prix qui allait aux clients, donc aux meuniers, et qui nous allait très bien, nous, un an plus tôt aussi, sauf que entre-temps, c'est vrai que les cours s'étaient réenflammés. Et c'est de là en fait qu'on a tout de suite vu qu'on est en train de mettre le doigt sur quelque chose et c'est là qu'est entrée l'idée du commerce équitable. Alors, on voyait nos collègues faire justement avec le Nord-Sud, avec le café, le cacao, et au sein de la coopérative, on s'est dit, on devrait quand même être capable de faire quelque chose nous aussi en Nord-Nord, c'est-à-dire voilà, pour nous agriculteurs en France et ici en local, parce qu'on ne pensait même pas spécialement à la France, on pensait à l'échelle du département, de la région même. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que notre filière a commencé comme ça. Donc à l'origine, c'était même pas un label, c'était juste un pacte. Et puis donc on a déposé cette marque agriéthique à l'époque, seulement agriéthique en 2013. Ensuite, l'histoire nous a rattrapés avec le 2014, la première loi justement sur le commerce équitable. Donc c'est là qu'on s'est dit, en fait, ça ressemble à ce qu'on faisait. Donc on s'est remis en ordre de bataille pour transformer notre pacte en label. Donc voilà l'histoire de notre label. Il a commencé en 2013 officiellement, comme ça, pas quelque chose dont on n'avait absolument pas pensé ce qui pourrait devenir aujourd'hui.
Donc depuis, c'est vrai que les années ont passé, on y a énormément travaillé. Donc AgriEthique aujourd'hui est devenu donc AgriEthique France. Aujourd'hui, on travaille sur 6 filières. Donc effectivement, on a commencé sur la filière blé et tendre avec blé, farine, pain. On a très vite, comme Adrien l'a expliqué tout à l'heure sur le blé noir, nous aussi on s'est mis sur le blé noir dès 2016 en sarrasin. Là aussi, pour quelque chose tout bêtement, on avait quand même des clients dans l'ouest de la France qui étaient gros utilisateurs de blé noir quand même pour les galettes. Et on s'est dit, on devrait réussir à mettre ça en place. Et donc, on a mis cette filière en place, ça aussi en place sur le bio pour tous les intérêts qu'Adrien a cités tout à l'heure. Intérêt de rotation, intérêt de culture ratée, effectivement, où on peut y semer un blé noir. Donc voilà, on a mis ça en place en 2016. Et puis, je vous le dis, on avait quand même qui était un fabricant de galettes aussi, qui était très, très demandeur en filière responsable comme ça et en filière équitable. Ensuite, en 2017, parce que voilà, à un moment donné, on s'est dit, ce qu'on fait là, nous, chez nous, dans notre région, on peut le partager. Puis il y a d'autres collègues coopératifs de d'autres coopératives qui nous ont dit, on aimerait bien en faire autant. Donc voilà, c'est de là qu'est venu le partage avec d'autres coopératives. C'est pour ça que depuis, c'est devenu un label à marque propre et qu'on propose justement avec plein d'autres coopératives. Aujourd'hui, on travaille avec 24 organisations de producteurs, donc qui sont souvent une fois des coopératives ou des simples groupements de producteurs. On travaille avec quelques organisations aussi dans le privé, mais principalement, c'est des organisations de groupements de producteurs en coopérative. Donc, les 6 filières auxquelles on travaille aujourd'hui, donc voilà, il y a la filière blé, la filière blé noir. Ensuite, on a signé le label aussi avec une petite coopérative en Savoie avec du lait de montagne et du fromage. Donc ça, c'était 2017. 2018 ou 2017 aussi, on a commencé dans la viande de porc. On avait des opérateurs autour de chez nous qui étaient intéressés pour rentrer dans notre label de commerce équitable. Donc, on a fait ça sur la viande de porc. On a fait ça aussi un petit peu sur la viande de vache avec quelques groupements de producteurs. Et puis après, on a pris un petit peu d'ampleur sur des filières qui étaient demandeuses depuis longtemps, mais qui étaient loin du cahier des charges du label, qui était la filière œuf. Il y a eu effectivement énormément de travail, parce que nous aussi, on est sur les 3 axes. De toute façon, le premier axe, c'est la rémunération du producteur. Après, il y a tout l'axe social et l'axe environnemental. Et c'est vrai que sur la filière œuf, vous voyez ça, c'est compliqué. Mais quand on a affaire à des partenaires qui souhaitent de toute façon s'engager dans une filière quelle qu'elle soit, et le commerce équitable a vraiment fait sens auprès de ces gens-là. Donc aujourd'hui, on est aussi présent sur la filière œuf. Et là, tout récemment, fin 2020-2021, on vient de lancer le label sur une filière miel. Sur une filière aussi condiments. Et là, on est en travail sur d'autres filières, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui est plutôt demandé, quoi. Quelques petits chiffres, mais je ne vais pas vous assommer de chiffres. Donc aujourd'hui, à AEF AgriEthique France, donc ouais, si tout le monde ne l'a pas compris, quand même, on est que sur des filières françaises. Hein. Et notre différenciation par rapport à Bioéquitable en France, par exemple, c'est qu'on n'est pas que sur des produits bio. On labellise aussi bien des produits bio que des produits conventionnels. Aujourd'hui, on arrive à 50%. On arrive à 50% en filière bio. On est précisément à 47% de notre label sur des filières bio. Le chiffre d'affaires, nous aussi le dernier, on était à 300 millions d'euros de produits avec notre label. Ça représente 1600 exploitations agricoles quand même aujourd'hui. Donc je vous ai dit, nous aussi on travaille uniquement avec des groupements de producteurs. On a 42 transformateurs parce qu'évidemment nous aussi c'est des contrats tripartites entre une organisation de producteurs, un transformateur et distribution. Par rapport à Équitable, on n'a pas de réseau de distribution précis. On fait et de la GMS et du circuit spécialisé. On est à quasiment 50-50 entre GMS et circuit spécialisé. Également, pour répondre à cahier des charges, on est certifié et contrôlé par un organisme certificateur. Nous, c'est Certipac en l'occurrence. Par rapport à la gouvernance, nous aussi, évidemment, on a une gouvernance qui est totalement démocratique. On a 2 comités de gouvernance. On appelle ça le comité de contrôle, qui est composé de représentants de toutes les différentes filières, que ce soit la filière amont, la
filière production, la filière transformation et la filière distribution aussi. On essaie d'y adjoindre aussi les différentes filières dont j'ai pu vous parler, entre les céréales, le lait, le miel et les différents produits qu'on peut labelliser. Donc, le travail de ce comité de contrôle, on fait à peu près 2 fois par an. J'y suis aussi en tant que président de ce label. Il est organisé sous le sein de notre organisme certificateur. Justement, le but, c'est de voir tous les écarts que notre OC a pu observer dans les 6 mois précédents. Et puis, à nous de juger, voilà, par rapport au cahier des charges théoriques, ce qu'on est capable d'accepter ou pas. Ensuite, on a un deuxième comité de gouvernance qui s'appelle le comité d'orientation. Donc, comme son nom l'indique, vous comprendrez que celui-ci est plus pour justement juger de notre stratégie. Donc, lui aussi, il est composé de tous les acteurs, de tous les représentants des différents acteurs des filières qu'on représente. Et donc, lui, il est chargé à partir du moment qu'on a un nouvel opérateur, par exemple, qui frappe à la porte, qui des fois, souvent de fois, quand le premier audit, il ne rentre pas complètement dans les clous de notre démarche, de notre label. Donc, on voit justement quels éléments, à quelle vitesse, etc. Sinon, il y a des critères dans le cahier des charges qu'on doit faire évoluer. Donc voilà, ce comité d'orientation sert plus à ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ou écoute, Adrien, je te laisse la parole, puis tu vas me réorienter sur les points que tu veux savoir. Oui. Avant de te relancer sur ce que tu viens de dire, je vais te relancer un petit peu sur ton exploitation. Toi, en tant qu'agriculteur, et avec le recul de quelques années, avec Agriéthique, qu'est-ce que ça a pu changer fondamentalement dans ta manière de percevoir tes pratiques ou même de tout simplement pratiquer l'agriculture sur ton exploitation? Au-delà du bio, est-ce qu'il y a des points particuliers qui dans le commerce équitable aujourd'hui te font dire: «Ouais, c'est mieux comme ça»? Je ne veux pas vous redire, mais c'est complètement l'historique que je vous ai présenté de notre organisation coopérative. Si nous, on s'est lancé dans le bio à l'époque, c'est parce que justement, on avait un contrat qui était à 5 ans avec des prix et un volume. Donc, je vous le dis, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore commerce équitable, parce que nous, c'était en bio en 99. Oui, en 99. Ah oui, il y a non, en 2009. En 2009, oui, il y a 11 ans. En 2009, donc ce que ça change aujourd'hui, c'est vrai que avec des engagements pluriannuels comme ça, avec des prix et un volume, concrètement, nous, sur l'exploitation, on a converti le reste de l'exploitation dans un laps de temps qui était beaucoup plus rapide que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais bon, voilà, on se voyait rassurés. Et ce que je vois dans mes collègues qui, par exemple, eux, sont restés en conventionnel, je vois sur la filière, par exemple, blé, farine, pain, parce que c'est vrai qu'au sein de la coopérative, elle est quand même, c'est un volume assez important. On a 30 000 tonnes de blé quand même qui est contractualisé en agriétique, en conventionnel, à la coopérative. C'est vrai que les collègues qui ont des contrats agriétiques sont tous à la recherche de plus de volume, parce qu'effectivement, ils voient complètement le côté rassurant de la démarche, et où ça fait complètement émulation, c'est vraiment dans ce sens-là que je le défends, que je le porte, moi, au sein de notre label et de ma coopérative aussi. C'est qu'on est vraiment considéré et on montre vraiment une démarche de progrès, quoi. Si je reviens sur la bio, par exemple, dans ma région ou dans mon département, côté culture, on est à peu près, même les chiffres en national. Aujourd'hui, on est à 3,5-4% de la surface de végétaux en France qui est en bio. Nous, sur la coopérative, on arrive à 12%. Toutes ces réales confondues, quoi. Donc, en fait, c'est cette émulation qui fait qu'on entraîne un maximum de personnes. Et moi, je fais le parallèle entre le bio chez nous qu'on arrive à développer de manière forte parce que justement, on montre à tout le monde, on montre l'exemple et on montre que grâce à ces contrats-là, avec des prix contractualisés, on arrive à entraîner plein de monde et à rassurer. Et la démarche, le label Agriéthique, à la coopérative, c'est la même chose. Et quand on le présente, soit mon directeur, soit moi, quand on le présente justement dans d'autres coopératives ou dans des organisations de producteurs, justement, c'est ce que je faisais encore cet après-midi. On sent vraiment que les groupements de producteurs qui nous interrogent sentent dans notre démarche une grosse roue, justement. On entraîne énormément de monde, justement, grâce au volume, grâce justement au fait qu'on
ne soit pas que dans la filière bio. Alors, il y en a pour qui ça déplaise, soit. Il y en a pour qui, effectivement, ça leur ouvre des portes. Et quand je vois la proportion d'agriculteurs qui se convertissent en bio chez nous, c'est lié à ces deux éléments-là. C'est vraiment un effet de boule de neige. Merci. Oui, parce que dans le référentiel, il n'y a pas d'obligation ou d'encouragement à passer au bio, comme on peut voir dans d'autres labels Nord-Sud, par exemple. Je pense à Max Havelaar qui encourage les producteurs à passer au bio. On encourage. Alors, effectivement, il n'y a pas un encouragement à passer au bio systématiquement, mais dans chaque partenariat qu'on fait, celui qu'on est en discussion cet après-midi, on est le parfait exemple. Dans les différents critères, parce que là, c'est sur une filière qui est en conventionnel, là, cet après-midi, dans les différents critères qu'on lui impose justement pour apposer notre label sur ces produits, justement, entre autres, ils sont à 4% aujourd'hui en filière bio, on lui impose dans les 3 ans, enfin, ça va être 3 ans ou 5 ans, dans les 3 ans ou 5 ans, justement, à monter à 10 ou 15% en bio. Donc, cette démarche de progrès, on l'impose systématiquement, mais ce n'est pas systématiquement sur du bio. Ça peut être justement sur un label rouge, sur du bien-être animal aussi. Parce qu'en fait, comme tout le monde, on n'impose pas notre cahier des charges produit, on impose par contre une amélioration de notre cahier des charges. Et une incitation à du mieux. Donc le commerce équitable finalement n'empêche pas non plus d'autres démarches qualité et la position d'autres sigles. Tu parlais tout à l'heure d'une filière bière qui se développait. Donc moi en tant que consommateur, je suis très content maintenant de pouvoir dire que je peux boire de la bière commerce équitable. C'est plutôt une question du coup sur la diversification. Est-ce que c'est quelque chose qu'Agriéthique porte, de vouloir diversifier la gamme de produits, rentrer partout, porter les valeurs du commerce équitable dans le maximum de filières? Oui, parce que je pense que vous aurez compris ça dans mon propos. On est des pragmatiques qui voulons faire que de toute façon que l'évolution de l'agriculture telle que la société nous la demande et nous l'imposera de toute façon, quoi qu'on en veuille, plus vite on ira et mieux ce sera. Donc faudra pas attendre que la masse des agriculteurs avance dans un sens qui est le bio ou qui est autre chose de manière obligée. On préfère inciter tous nos agriculteurs à y aller de manière justement incitative en voyant justement cet intérêt et l'émulation que ça fait pour ceux qui y sont. Donc c'est vrai qu'on est sur pas mal de filières. Tu viens de citer la filière bière que je ne vais même pas présenter, mais oui. Mais là c'est pareil, c'est totalement anecdotique. Anecdotique, c'est au sein de notre coopérative. On vient de mettre ça en place, ça fait 1 an et demi. Voilà, l'orge de brasserie, on est 3 producteurs à la faire. C'est vraiment aussi du minime. Mais là c'est pareil, c'est quelque chose qui fait énormément de sens. C'est un point qu'on n'a pas encore abordé. Je ne sais pas si tu vas réussir là, si tu veux aborder ça après. En termes de communication, on se plaint quand même depuis longtemps qu'en agriculture, on est très mauvais en communication. C'est un petit exemple. La bière qu'on fait chez nous à Cavac, c'est un outil de communication qui est très très fort, parce qu'on communique justement. C'est de la bière bio, c'est de la bière qui est produite chez nous en Vendée. Là, c'est une micro-brasserie qu'on a fait chez nous. Et tu vois, à chaque fois qu'il y a une réunion, même les assos, les clubs de foot, des trucs comme ça, quand notre bière est affichée là, ça n'empêche qu'on parle de notre monde, on parle de l'agriculture, on parle des agriculteurs qui sont dans le club de foot. Enfin, plus on parlera, plus on communiquera en positif, et mieux on sortira, c'est ce qu'on pense. D'ailleurs, la devise de Cavac, c'est la positive agriculture. Merci Franck. Écoute, merci pour tes explications et pour la réponse aux questions. En termes de temps, on a bouclé pour les 3 interventions. Donc je voudrais déjà commencer par vous remercier tous les 3 de vos interventions et de vos réponses à mes relances qui étaient toutes de qualité. Maintenant, on va passer à un temps d'échange. Alors, ceux qui ont accès au chat, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Pour les plus courageux qui veulent prendre la parole, vous pouvez lever la main et je vous laisserai la parole et vous pouvez adresser vos questions. Donc, vous pouvez préciser à quel intervenant vous voulez la poser ou si c'est une question plus générale. Et puis je vous laisserai Franck, Adrien et Cyril faire le choix de qui répond ou apporter des réponses complémentaires. Donc, est-ce que quelqu'un se lance? Allez, monsieur Leroux, peut-être une petite question pour débrider les autres. Je sens que vous êtes chaud.
Ah, alors une main levée. Alexandra, je vais te laisser la parole pour poser ta question et ensuite on prendra la question de Geoffroy dans le chat. Merci. C'est bon, vous m'entendez ou pas? C'est bon. Bonsoir à tous. Donc, Alexandra Martin, je suis ingénieure agronome diplômée de l'ENSAIA depuis septembre. Et en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est un peu une question pour tout le monde, mais quel engagement est-ce qu'il y en a? S'il y en a, oui, quels engagements financiers sont faits par les agriculteurs pour être labellisés? Je suis désolée si c'est pas très clair. Je suis un peu fatiguée. Est-ce que l'un d'entre vous veut apporter une réponse, Cyril? Oui, je peux vous donner en tout cas comment ça fonctionne pour Bio-Équitable en France. Donc oui, il y a, spécifiquement pour les agriculteurs, il y a un engagement puisque on a une certification extérieure qui est payante. Donc Terreau ou EcoCert, qui, comme quand on est certifié en bio, on paye je dirais, la certification. Donc ça, c'est un premier engagement. Ensuite, on a une adhésion à l'association, donc qui est, on va dire, différente. Il y a 4 paliers qui vont de 250 à 1000 euros en fonction des chiffres d'affaires prévisionnels réalisés en bioéquitable en France. Donc, par exemple, si je vous parle d'éthique Monbio, nous, les coûts, pour être tout à fait transparent, je crois que c'est la certification, c'est de l'ordre de 1200 euros et on a une adhésion à l'association qui est de 250 euros. Et ensuite, les autres coûts sont supportés par le metteur en marché, puisqu'il y a une redevance en fait sur les produits qui sont vendus sous le label, qui permet de faire fonctionner le label, de faire de la communication, etc. Et chez nous, cette redevance est de 0,2% du chiffre d'affaires réalisé. Merci Cyril. Franck, peut-être que tu peux apporter des éléments? Oui, alors chez nous, il n'y a pas d'adhésion. La question, Alexandra, elle était bien sur les agriculteurs. Oui. Voilà. Donc nous, les agriculteurs n'ont pas d'adhésion, pas de redevance à payer pour rentrer dans la démarche, pour avoir accès au label. La contrepartie qu'on demande, et bon, après, c'est pas, ça c'est un petit peu à chacun de... On se doit quand même, dans les 6 thèmes du commerce équitable, quand même, de faire la promotion du label, de faire la promotion du commerce équitable. Donc, quand il y a des ouvertures de partenariats, de boulangerie, justement, on parlait de la bière tout à l'heure, quand il y a de la communication à faire, on sollicite les agriculteurs de la démarche, justement, pour venir en témoin. Et c'est d'ailleurs des moments très conviviaux. Je rajouterais même, en termes de convivialité, tous les ans, on fait une assemblée de fin d'année, justement, du label. Et alors, c'est vrai que l'année dernière, on n'a pas pu la faire, mais habituellement, tous les agriculteurs et les partenaires transformateurs, les meuniers, les boulangers, etc., sont invités. Et en fait, c'est un moment d'échange et de partage très fort où, justement, nous, les producteurs, nous trouvons aux côtés des transformateurs et par exemple, si je prends sur la filière pain, des boulangers. Chose qui, habituellement, on ne fait absolument jamais. Et ça permet justement de démystifier l'histoire, comme quoi, de toute façon, c'est le meunier qui capte la valeur ou c'est le boulanger qui capte. Enfin, le fait de faire une grande réunion ensemble où tous les opérateurs sont là, ça permet effectivement de se comprendre mieux et c'est très, très apprécié du côté des producteurs. Merci Franck. Alors effectivement, Geoffroy, ta question est un peu exotique, on va la garder pour plus tard. Merci de l'avoir précisé. Et tiens, Yves Leroux qui veut poser une question, ça m'étonne. Je vous laisse la parole. Oh là là, avec le fond, Ensaya, tiens. Alors moi j'ai une question à poser aux 3 acteurs et d'abord, votre présentation est vraiment super intéressante et je m'interroge pourquoi le commerce équitable dans sa démarche générique n'a pas été validé dans la loi Egalim. C'est-à-dire que dans la loi Egalim, on impose 50% de produits dits de qualité, alors HVE,
certification environnementale de niveau 2 jusqu'en 2029. Quand on voit ce qu'il y a dans le cahier des charges, on peut quand même s'interroger sur cette validité. Et sauf erreur de ma part, eh bien, quand une restauration collective achètera en commerce équitable, eh bien, ça ne sera pas comptabilisé dans les 50% de la loi Egalim. Est-ce que vous avez une réponse à m'apporter sur... est-ce que l'un d'entre vous a été dans le cœur des débats de ce qui s'est passé au ministère? Parce que j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on n'a pas validé le commerce équitable. Merci pour la question. Quelqu'un veut commencer par répondre? Adrien, peut-être? Ou Cyril ou Franck, peu importe. Moi, je veux bien, Franck. Je suis surpris de votre remarque parce que vous m'avez l'air bien au courant, mais justement, si pour moi, ça fait partie de... Ça vient d'être... Alors, il faut que j'emploie le bon terme. Est-ce que c'est voté? Est-ce que mais c'est passé au décret, là. Il y a eu au mois de mars, là. Il vient d'y avoir justement une avancée là-dessus. Ah bah alors, ok, donc ça a avancé depuis mes dernières informations, parce que fin 2020, c'était pas validé et je trouvais ça parfaitement scandaleux. Eh ben, c'est passé alors je n'ai pas le bon terme parce que c'est un décret. Enfin, bon, voilà. Je ne pense pas que ce soit complètement écrit encore, mais je crois que c'était le 16 mars que justement on a eu la bonne surprise d'apprendre que le commerce équitable allait rentrer justement dans la loi Egalim. Donc je ne sais pas s'il y en a quelqu'un d'autre qui peut compléter. Je pense que effectivement c'est en cours d'inclusion dans la loi climat. Là, il y a une proposition qui a notamment été portée par Commerce Équitable France. Commerce Équitable France, c'est un peu le syndicat des acteurs du commerce équitable en France, dont sont membres Éthicable, Agriéthique, Bioéquitable en France. Mais voilà, c'est un peu le syndicat français des acteurs du commerce équitable et qui a fait pas mal de plaidoyer pour que ce soit inclus dans la loi climat. Et dans la loi climat, ça propose justement que le commerce équitable soit comptabilisé comme critère de qualité pour la restauration collective. Ça prévoit aussi qu'il puisse y avoir une reconnaissance publique des labels de commerce équitable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, en fait, tous les labels de commerce équitable sont des démarches privées. Le cahier des charges, je ne sais pas, Fair for Life appartient à EcoCert Environnement, qui est une filiale d'EcoCert. Le label Bioéquitable en France appartient à une association qui est de droit privé. Le label Agriéthique appartient à la CAVAC, qui est une coopérative de droit privé. Chaque label comme ça, c'est pas un texte de loi qui définit les labels de commerce équitable. Par opposition, par exemple, à l'agriculture biologique, où là on a bien du droit européen et du droit français qui définissent précisément ce que c'est, cahier des charges publiques. Et donc là, une des demandes, enfin en tout cas du plaidoyer qui a été fait en ce sens par Commerce Équitable France, c'est de dire que la loi française, que les institutions françaises reconnaissent, définissent ce qui est du commerce équitable et ce qui n'en est pas. Et donc établissent une grille d'analyse des différents labels pour dire, OK, ce label, ça répond à tous les critères de la loi sur le commerce équitable, ils peuvent utiliser le vocable commerce équitable. Tel label, c'est plus une démarche privée d'une entreprise qui fait un peu du fair washing, comme on pourrait faire du greenwashing, on peut faire du fair washing, de l'équitable washing. Et ça, nous, pour l'État, ça coche pas tous les critères de la loi, et donc on ne reconnaît pas cette démarche comme étant du commerce équitable, et donc on interdit d'utiliser abusivement le mot commerce équitable, le vocable commerce équitable. Donc ça, c'est ce qui est en jeu actuellement dans la loi climat. On verra, elle a largement le temps d'être amendée et retoquée, donc on verra si ça reste à la fin. En tout cas, ce qui avait été, moi, j'ai pas personnellement participé aux états généraux de l'alimentation, mais ce qui était sorti de ces états généraux, c'était l'idée que dans la négociation entre les coopératives, les producteurs, les transformateurs et les grandes surfaces, dans ces négociations-là, on devait partir des coûts de production. Et donc, en ce sens, ça se rapprochait pas mal du commerce équitable. C'était déjà de dire quels sont les coûts de production. Combien ça coûte de fabriquer une tonne de blé dur? Combien ça coûte de fabriquer 1000 litres de lait? Combien ça coûte de fabriquer une carcasse de porc? Et donc, c'est la base du commerce équitable, c'est de dire un prix minimum basé sur les coûts de production. Donc, il y avait cette première étape. Voilà. Après, elle n'est pas... C'est une démarche qui est quand même extrêmement théorique, extrêmement conceptuelle. Alors, la statistique nationale, que ce soit Agrest ou le ministère de l'Agriculture, etc., ils sont capables de dire en moyenne le coût de production du lait et de temps. Mais si vous regardez bien entre une exploitation laitière intensive en Ille-et-Vilaine et un petit éleveur laitier dans les Alpes, mathématiquement, ils n'ont pas les mêmes coûts de production. Un producteur qui fait de la pomme de terre de plein champ dans le nord de la France
Et Franck, qui fait de la pomme de terre en Vendée, c'est pas la même typologie d'exploitation, c'est pas les mêmes sols, c'est pas les mêmes rendements, et donc c'est pas les mêmes coûts de production. Mais voilà, cette loi Egalim, elle posait ça, et je pense que c'était une bonne base aussi pour faire évoluer, faire prendre conscience que produire des denrées agricoles, c'est pas juste un cours mondial, la bourse de Chicago ou la bourse de New York ou la bourse de Londres qui doivent déterminer le prix du boisseau de maïs ou de blé, mais bien de repartir d'un coût de production. Je crois que la loi Egalim, elle avait le mérite de faire ça. Je rebondis juste, je prends un peu de temps, mais sur la question d'avant, qui était combien ça coûte pour les producteurs. Dans le cas de Bioéquitable en France, comme dans le cas de la plupart des labels, c'est pas les producteurs qui payent pour être labellisés, c'est bien les groupements de producteurs qui payent pour les frais de certification. Donc ce que Cyril annonçait, c'est bien les groupements de producteurs qui payent ça. Parce que, encore une fois, le commerce équitable, c'est pas le blé qui est équitable, c'est pas le cochon qui est équitable, c'est le commerce, c'est la transaction commerciale. Et donc, on n'est pas dans le cas du bio où c'est chaque agriculteur va payer pour être labellisé commerce équitable. Non, c'est pas un agriculteur qui fait du commerce équitable. C'est une transaction commerciale entre un groupement de producteurs et un acheteur. Donc, les frais, ils sont bien au niveau du groupement et pas au niveau des paysans. Oui, merci de cette précision, Adrien. Effectivement, hein, c'est bien les groupements. Et les groupements, ils peuvent regrouper, comme le mien, quelques producteurs jusqu'à, comme Biolay, 1000 producteurs, par exemple. Donc, c'est bien des filières qui sont labellisées. Merci Cyril. Est-ce que tu voulais rebondir sur la question de la loi Egalim ou est-ce que Adrien, qui a été très complet, a tout dit? Non, je crois qu'Adrien a tout dit. Pendant qu'il parlait, j'ai recherché un petit peu dans les mails justement les échanges de Commerce Équitable France qui a fait un énorme boulot, hein, effectivement, de mobilisation et de soutien de différents amendements qui ont été proposés. Et effectivement, il me semble qu'il y a eu notamment un amendement sur la restauration collective, la place du commerce équitable dans la restauration collective qui a été adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, un mail qu'on a eu le 18 mars. Donc effectivement, cette mobilisation-là, elle a payé. Effectivement, c'était bien le 18 mars pour l'article 66 de la loi dite climat qui est actuellement en train d'être discuté. On a une question à l'oral. Je prendrai les questions de Geoffroy à l'écrit en dernier. Geoffroy, j'espère que tu m'en voudras pas. François Petitgant, notre cher François, tu as une question, je te laisse la parole. Pense à activer ton micro, François. Alors, François, on ne t'entend pas. Yves Leroux avait levé la main aussi juste après, le temps que François... Si, ça y est, c'est Ah, c'est bon. Là, C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, Voilà. François, on t'entend. Oui, À toi la c'était parole. juste pour savoir si ces démarches-là, qui sont particulièrement bien construites et cohérentes, pouvaient être entendues et reconnues dans le cadre des débats autour de la nouvelle PAC. Donc, est-ce qu'il y a une reconnaissance? Est-ce que les démarches se font connaître dans le cadre des débats autour de la nouvelle PAC? Merci, François. Cyril, Adrien, Franck, à vous la parole. En tout cas, on n'a pas, nous qui sommes tout nouveaux, on n'a pas je dirais peut-être d'écho à ce niveau-là. En revanche, évidemment, sur les orientations de la future PAC, on s'associe, je dirais, aux revendications qui portent un petit peu sur les principes d'une agriculture plus durable et plus paysanne, hein, une répartition un petit peu différente de la PAC, évidemment, mais on n'a pas d'engagement spécifique à ce niveau-là, nous. Ouais. Pas au niveau de Bioéquitable en France, en tout cas. Merci, Cyril. Franck, pour Agriéthique, est-ce qu'il y a des positionnements sur la PAC? Non, malheureusement, enfin non, je confirme. Non, on n'a pas du tout de levier sur la PAC. La PAC, c'est des fonds européens. Le commerce équitable, c'est Commerce équitable France aujourd'hui. Est-ce que c'est pour cette raison-là? C'est une bonne question. Non, la seule chose qu'on lutte au travers de la PAC, c'est par rapport aux services rendus, les services environnementaux. Les services environnementaux rendus, là-dessus, on y travaille, on y lutte pour réussir à défendre l'ex-maintien, l'ex-aide au maintien.
ça dans le cadre de la bio, l'ex-aide au maintien à l'agriculture biologique. Après, au-delà de ça, non, sur le commerce équitable en tant que tel et la PAC, non. Merci Franck. Est-ce que Adrien, tu as des éléments concernant Éthicable, un positionnement sur la PAC, des revendications qui seraient passées par Éthicable? Excusez-moi, mon ordi est un peu lent. Non, nous Éthicable, on est beau être une coopérative engagée, on ne fait pas vraiment de politique. Peut-être que c'est dommage. Bioéquitable en France, c'est une organisation très jeune, et là, on est plutôt axé, qui concentre ses forces, comme disait Cyril, sur faire vivre, promouvoir et développer ce label. Donc, c'est un peu tôt pour s'engager à engager des énergies comme ça dans des combats politiques, même si peut-être ça le mériterait. Par contre, Commerce Équitable France, qui est donc, je vous le disais, le syndicat un peu des acteurs du commerce équitable, fait partie de la plateforme Pour une autre PAC, qui vient de publier une tribune voilà, qui a été co-signée par certains acteurs de commerce équitable. Je suis moi-même pas capable de vous dire si Éthicable a signé ou pas. J'ai vu un appel à le faire, mais moi je suis qu'un simple agronome de terrain et j'ai pas le pouvoir de signer des tribunes comme ça de but en blanc. Merci Adrien. Effectivement, j'ai vu passer la tribune et je ne sais pas si Éthicable était dedans. François, est-ce que tu as oublié de baisser la main ou est-ce que tu as encore une question? Ah, c'était un oubli. Yves Leroux a levé la main l'espace d'un instant. Est-ce que pareil, c'était une erreur? C'était juste pour avoir une précision par rapport à ce que disait M. Brondel sur les démarches privées actuellement du commerce équitable. Qui va valider que tel ou tel et peut se targuer d'être commerce équitable? Ça va rejoindre l'INAO? Ça va être géré comment? Alors, en fait, ce cadre de reconnaissance des démarches de commerce équitable, c'est quelque chose qui a été initié justement après les États généraux de l'alimentation. Et il y avait un travail qui a été fait sous l'égide de Bercy, donc du ministère de l'économie, avec une 3C, la commission de concertation du commerce équitable, je crois, qui définissait un cadre, voilà, selon quels critères l'État reconnaîtrait que c'est du commerce équitable. J'ai pas fait partie de cette commission, mais globalement, il y avait des critères qui étaient sur la gouvernance des labels. À qui appartient la démarche de commerce équitable? Est-ce qu'elle est ouverte à tous les acteurs ou est-ce que c'est une démarche fermée réservée à une seule marque, qui est faite par et pour une marque? Il y avait, est-ce que ça respecte les critères de la loi? Et les critères de la loi, donc la loi Hamon de 2014 et son décret d'application de 2015, s'il faut le rappeler, c'est un prix rémunérateur, c'est un groupement de producteurs organisé de façon démocratique, un fonds de développement, des contrats sur la durée qui ne peuvent pas être inférieurs à une durée de 3 ans, mais c'est aussi des pratiques agroécologiques, c'est aussi du plaidoyer en faveur du commerce équitable, de la transparence à tous les niveaux, etc. etc. Donc, tout ça, c'était décliné dans un tableau, et une fois que ce tableau a été finalisé, puis il n'y a pas eu de volonté politique pour lancer justement la reconnaissance publique des labels, label par label, de passer chaque label à la moulinette pour voir si ça cochait les cases. Il semble qu'avec la loi climat, ça va peut-être revenir, mais donc c'était bien l'idée de... C'est pas l'État qui dirait le commerce équitable, c'est ça, mais c'est l'État dirait la loi a posé les grands principes. À travers ce cadre d'analyse, on reconnaît telle et telle démarche qui peuvent utiliser le vocable commerce équitable. Pour les autres, la DGCCRF ira voir au cas par cas et vérifiera si c'est frauduleux ou pas, quoi. Donc c'est une forme d'institutionnalisation du commerce équitable. Un peu. Là où je pense où il y a une difficulté, c'est que l'État peut juste poser les grands principes, mais ça ne peut pas être l'État qui détermine le prix minimum pour la tonne de blé ou pour les 1000 litres de lait. Ça, je crois que c'est trop compliqué. Même dans le petit monde du commerce équitable, savoir quel doit être le prix minimum. Donc en fait, quel est le coût de production d'un quintal de café, ça fait débat. Donc c'est un calcul c'est un concept, c'est une théorie. Donc
Voilà. Est-ce qu'il faut que l'État aille plus loin? Je ne sais pas, mais comme vous dites, c'est un début d'institutionnalisation et peut-être ce sera comme la bio, hein, qui a commencé avec des cahiers des charges privés et puis petit à petit, ça s'est transformé en un cahier des charges étatique, enfin appartenant à l'État. Peut-être que c'est ce qui arrivera au commerce équitable. Est-ce qu'il faut le souhaiter? Je ne sais pas. En tout cas, à court terme, je pense que ça permettrait de séparer le bon grain de l'ivraie et d'écarter un certain nombre de démarches qui, à mes yeux, à nos yeux, ressemblent plus à du fair washing qu'à une démarche sincère qui bénéficie aux producteurs. Est-ce que la question fondamentale, c'est de dire est-ce que payer plus, c'est suffisant pour dire qu'on fait du commerce équitable? Moi, j'en suis pas convaincu. Il y a quand même toute une somme de pratiques, d'autres pratiques qui sont nécessaires aussi. C'est pas qu'une histoire de prix, je pense. Merci Adrien. Et effectivement, sur la question de la reconnaissance, j'ai eu quelques éléments avec des échanges avec Faire un monde équitable il y a quelques jours. Alors, j'ai plus le nom de l'organisme en tête, mais il y a bel et bien une commission qui a été créée avec un organisme représentant l'État et d'autres organismes autour de la table. Il me semble que Commerce Équitable France en fait partie de sa place un petit peu de fédérateur des démarches de commerce équitable. Ils ont aussi participé à ces échanges-là. Je ne crois pas que tout soit encore bouclé de ce que j'ai pu comprendre. Mais effectivement, il y a bien un travail qui est mené pour mettre des critères sur ce qui va rentrer dans le cadre de la loi. Voilà un niveau de précision supplémentaire. Je vais prendre les questions qu'il y a à l'écrit. Il y a Geoffroy qui avait 2 questions. Il pose la question: de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Donc, en tant qu'organisme qui travaille dans le commerce équitable, à part quand on achète vos produits. Il précise entre parenthèses avec un petit smiley. Est-ce que vous avez des éléments, des revendications particulières sur les besoins des labels aujourd'hui? Franck ou Cyril? Cyril? Oui, non, mais c'est un bon début, hein, déjà effectivement d'acheter des produits labellisés. Ça permet, comme on l'a vu, de pouvoir soutenir un petit peu des filières, des structures qui sont engagées. Bon, je pense que cette reconnaissance aussi dans les différentes lois et un cadrage un petit peu du commerce équitable qui permettent, comme vient de le dire Adrien, de faire un petit peu le tri entre des démarches entre guillemets qui servent effectivement à soutenir des producteurs et des entreprises engagées et des démarches qui sont un petit peu plus sur une opportunité de communication un peu marketing. Ça serait aussi un moyen pour nous de pouvoir valoriser plus facilement nos démarches qui sont somme toute quand même assez exigeantes. Voilà, c'est surtout à ce niveau-là que ça se passe. Et puis ensuite, quand même, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir conserver un nombre d'agriculteurs suffisant sur des tailles de fermes familiales, on va dire, et qui permettent aux gens de s'engager dans ce genre de démarche un petit peu volontariste, un peu engagé, quoi. Et qu'on ait, si on parle de l'agriculture bio, qu'on n'ait pas trop vite un petit peu une certaine industrialisation de la production qui du coup nous permettrait pas d'être suffisamment nombreux pour défendre un petit peu les valeurs qu'on porte, quoi. Voilà. Merci Cyril. Franck, est-ce que tu as un point à apporter? Oui, je partage le propos à Cyril. Le point que je demanderais quand même, il y a quand même une réglementation, il y a une loi commerce équitable qui définit l'usage de ces termes, de ces mots. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les allégations commerce équitable sont un petit peu bafouées, utilisées dans beaucoup de marketing qui n'ont rien du commerce équitable. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille quand même avec des cahiers des charges en commerce équitable assez précis. On est quand même audité tous les ans par les organismes certificateurs. Et à côté de ça, il y en a qui utilisent ces termes-là de manière purement marketing à des choses qui ne sont pas du tout. Voilà. J'ai quelques belles marques ou belles idées en tête qui m'agacent un petit peu. Adrien, est-ce qu'il y a des revendications d'Éthicable? Oui.
Non, nous, on n'a pas de revendication particulière. Enfin, nous, on aimerait que ça continue à se développer. En fait, c'est pas si facile d'identifier et d'accompagner des groupements de producteurs. C'est-à-dire que, je sais pas, quand vous voulez monter une filière sur la noisette équitable en France, ou la noix, ou que sais-je, la moutarde, et ben en fait, c'est pas évident. C'est-à-dire que nous, acheteurs, créer ex nihilo une coopérative de producteurs en asseyant 5 producteurs, productrices autour de la table et en disant maintenant vous êtes une coopérative et on va vous acheter des produits comme du commerce équitable, ça se décrète pas, ça marche pas, quoi. C'est-à-dire, il faut réussir à identifier des groupes qui sont déjà constitués ou des gens qui sont assis autour d'une table et qui ont envie de travailler ensemble. Mais c'est pas l'acheteur qui peut structurer vraiment l'envie de travailler, qui peut décréter l'envie de travailler ensemble. Donc, pour être tout à fait honnête, le marché du bio et de l'équitable se développe, donc je pense que ça veut dire que les consommateurs ont pris conscience de ces enjeux à force de voir des producteurs déverser du lait dans les champs ou des montagnes de pêche sur les péages. Je pense qu'ils ont pris conscience qu'un produit agricole, ça se paye, ça doit se payer, quoi. Et peut-être que la crise sanitaire, elle a renforcé cette sensibilité-là. Donc le commerce équitable se développe et c'est une bonne chose, peut-être pas assez vite, peut-être qu'il y a besoin de se développer encore plus. Moi, je pense qu'effectivement, la loi peut aider un petit peu à favoriser les bonnes pratiques et à décourager les fraudes ou les démarches moins disantes. Après, je pense que ce qu'il faudrait significativement, c'est un changement de politique agricole, mais là, on touche à quelque chose sur lequel mon entreprise ne s'engage pas, parce que ce n'est pas forcément notre rôle, mais peut-être que les acteurs du commerce équitable devraient davantage travailler ou encourager ceux qui travaillent sur ces questions, et peut-être davantage travailler main dans la main avec les organismes de développement agricole, type les GAB, les ADR, les groupes CIVAM, Terre de Liens, voilà, toutes ces associations d'appui aux agriculteurs, aux agricultrices qui travaillent à de la transformation locale, à de l'autonomie des producteurs, etc., etc., quoi. Peut-être que c'est ça, en fait, qu'il faudrait appuyer dans un contexte où on voit que certaines régions ont pu retirer leurs subventions à ces structures et que pourtant, c'est des structures de terrain, locales, qui font un travail vraiment admirable et qui sont, moi je pense aujourd'hui, quand je vois les 15 groupements avec lesquels on travaille, je pense que les 15 fois, c'est des associations de ce type qui sont à l'origine des groupements et des succès qu'on a aujourd'hui, quoi. Merci Adrien pour ces précisions. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions et puis que finalement vous avez répondu un petit peu aux questions sur le fairwashing que Geoffroy avait dans le chat. Je vais skipper la question un peu exotique que tu avais parce que je pense qu'il est temps de terminer. Cyril, Franck et Adrien, merci beaucoup. Si vous avez un dernier mot à dire, une dernière intervention à faire, je vous laisse une dernière fois la parole avant d'aller un petit peu plus loin. J'ai aussi une diapositive à présenter pour présenter quelques points d'approfondissement pour les personnes qui nous écoutent. Donc si vous avez une dernière prise de parole, je vous en prie. Moi, je veux bien juste, c'est pour rebondir également, ça sera sur tout ce que vient de dire Adrien. C'est sûr que quand on réussit grâce à un engagement dans le commerce équitable à intégrer notre boulot de paysans, de producteurs à des filières un peu vertueuses où on a des entreprises de transformation, des entreprises de commercialisation avec qui on se sent proche et engagé, je veux dire qu'en tant que producteur, c'est une grande satisfaction. Ça nous prend parfois du temps, de l'énergie, c'est pas toujours très compris, mais en tout cas, c'est vraiment une satisfaction importante pour nous, quoi. En dehors de la satisfaction de voir nos produits qu'on essaie de bichonner, etc., traverser ces filières et être commercialisés sous une marque de valeur, c'est très satisfaisant pour un producteur d'être engagé là-dedans. Merci à tous pour ce travail, en tout cas. Merci Cyril. Adrien et Franck, un dernier point? Moi, je dirais, parce que je crois savoir qu'il y a de jeunes agronomes qui participent à la conférence, et que j'ai moi-même été un jeune agronome naguère au tournant du siècle. Je dirais que je pense que la période n'est pas facile, mais écoutez vos idéaux, quoi, reniez pas vos valeurs. Je pense que c'est un chouette métier et qu'il y a plein de belles choses à faire.
qu'il y a toute une nouvelle agriculture à construire, et donc battez-vous, mais ne renoncez pas à vos valeurs. Merci Adrien. Franck, as-tu un dernier mot à dire avant que je conclue et que je présente quelques informations complémentaires? Bah écoute, déjà, j'ai apprécié cet échange justement avec les deux autres labels. C'est plutôt enrichissant pour nous, les différents labels. Et puis, je pense effectivement, je m'adresse aussi aux jeunes qui sont ici ce soir. Je pense, moi, après, dans vos souhaits, dans vos objectifs de vie, il y a ce qu'on pense aujourd'hui. Et moi, voilà, j'ai un peu plus de 50 ans aujourd'hui, j'ai 51 ans. Je vous assure que soyez pas inquiets. Nos idées, nos convictions restent, mais après, nos idées peuvent énormément évoluer. Et ce qui compte, c'est d'être toujours en adéquation avec soi-même et ses attentes. Mais on se retrouve, à partir du moment qu'on est en adéquation avec ce qu'on pense, on se retrouve bien. Merci Franck. Alors, je prends une dernière question qui m'est destinée de la part de Geoffroy. Écoute, je suis étudiant et je choisis pas forcément les appartements. Je les prends pas en fonction du joli papier peint qu'il y a en fond. Je vois pas ce que tu lui trouves de mauvais. Voilà, pour te répondre. Et je vais partager une dernière fois le diapo. Déjà pour vous dire un grand merci, que ce soit pour vos interventions ou pour la qualité de vos questions, mais aussi pour aller plus loin. Effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'organismes et de structures qui permettent de vous informer sur le commerce équitable. Je pense notamment à Commerce Équitable France, comme le disait Adrien, qui est une super structure fédératrice des démarches de commerce équitable, avec des entreprises, avec les labels, avec des associations de consommateurs, avec tout un tas de personnes qui sont extrêmement engagées. Donc, Commerce Équitable France communique beaucoup sur le commerce équitable. Je pense notamment au label des commerces équitables. J'ai fait un tiny URL ici qui est très simple, le guide des labels CE, qui vous permet d'aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière les labels de commerce équitable, parce qu'il y en a un certain nombre en France, mais il y en a aussi énormément dans le monde. Donc, si vous voulez vraiment aller vous documenter, il y a ce guide-là. Il y a toute l'information disponible sur le site de Commerce Équitable France, aussi les actions de plaidoyer qu'ils mènent. Il y a également le Colécosol, donc François Petitgain a pris la parole tout à l'heure, et Faire un monde équitable, qui sont des assos de consommateurs qui militent pour la parole du commerce équitable au niveau local et qui font un super travail qui est très complémentaire de ce que peuvent faire les entreprises et les labels comme Équitable, comme Bioéquitable en France ou comme Agriéthique, et qui eux aussi communiquent, notamment pendant la quinzaine du commerce équitable qui arrive prochainement au niveau local sur le commerce équitable, qui transmettent les valeurs à tout le monde, qui font un super travail d'information. Et Faire un monde équitable a notamment un programme pour les plus jeunes. Donc, si vous avez des idéaux et que vous voulez maintenant vous engager à la suite de ces échanges, là, je prends ma casquette de militant. Il y a le programme Génération Équitable qui est porté par Faire un monde équitable et qui également vont très bientôt sortir une boussole des labels qui est, on va dire, une version simplifiée du guide des labels qui est beaucoup plus accessible. Donc, si vous voulez aller chercher de l'information, n'hésitez pas à contacter ces structures-là. Également, je rappelle que l'ENSAIA, qui héberge Ingénieurs sans frontières, et grâce à qui aussi, en partie, on peut aujourd'hui se parler, et établissement de commerce équitable, école de commerce équitable. Donc, merci à l'ENSAIA de porter ces valeurs-là, de m'avoir fait découvrir à moi le commerce équitable. Il y a 3 ans, 4 ans, j'avais des grandes idées, mais j'avais pas forcément des mots. Donc, grâce à l'ENSAIA, j'ai pu mettre des mots dessus, et aujourd'hui, être là en tant qu'animateur avec des informations à vous faire partager et vous mettre en relation avec des super intervenants comme on vient de les écouter. Et puis, encore une faute dans mon diapo, décidément, j'étais très fatigué quand je l'ai fait. Les sites de nos intervenants ce soir, le site d'Agriéthique, le site de Bioéquitable en France, le site d'Éthicable, qui sont aussi une super source d'informations si vous voulez aller encore plus loin sur les informations dans le commerce équitable. Donc encore une fois, je voudrais en quittant ce diapo vous dire un grand merci d'avoir accepté de nous parler ce soir. Je suis vraiment, à titre personnel, très heureux d'avoir pu vous entendre, d'avoir pu découvrir un petit peu mieux ce que sont ces labels et quel est aussi le travail finalement d'Éthicable, qui n'est pas un label mais qui est aussi très engagé. Donc merci vraiment très sincèrement à vous d'avoir accepté, d'avoir pris le temps d'échanger en amont pour préparer cette table ronde. Merci aussi d'avoir accepté qu'on l'enregistre. On pourra ensuite la rediffuser. Je sais que Faire un monde équitable tenait à récupérer les images pour en faire quelque chose. Donc merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir écouté et merci aux personnes qui ont posé des questions. Je vais vous libérer pour ce soir. À part s'il y a une dernière intervention, je vois que Elisa a activé son micro. Écoute. Écoutez, merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à nos intervenants encore une fois. Salut Geoffroy. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, bonsoir. Bonsoir.
Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.